Bien, merci beaucoup Liliane, comme toujours, pour ton accueil absolument magnifique. Merci à vous d'être là pour poursuivre cette aventure qui dure depuis trop longtemps, mais qui se poursuit. Et en ce qui me concerne, c'est vrai que je suis toujours attaché au fond à la même finalité, qui est de donner du sens, à la fois pour l'intérêt vital de la chose, mais également dans une perspective d'entretien de notre propre santé psychique et physique. Vous savez que l'intelligibilité est le premier pilier de la salutogenèse, et quand on comprend relativement bien ce à quoi nous avons affaire, même si c'est dur, même si c'est violent, même si c'est déprimant, on est beaucoup plus apte à faire face et à cheminer avec le réel de ce qu'il y a en face de nous. Et au fond, cette crise est vraiment particulièrement intéressante parce qu'on n'arrête pas d'en découvrir. Alors on a plein de gens qui nous aident, comme Senta par exemple, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir et qui vraiment nous donne régulièrement des clés de lecture, qui ouvrent des nouveaux sujets qui sont impliqués dans ce que nous vivons depuis 4 ans. Et donc nous sommes nous-mêmes dans ce processus d'élaboration du sens, de découverte, et puis toujours effectivement sur cette ligne de crête où plus nous en découvrons, plus c'est désespérant. Et puis en même temps, plus nous nous aguerrissons, plus nous nous construisons, plus nous mesurons aussi qu'il y a des ressources dans cet univers extrêmement désespérant, mais surtout que le temps de la crise, alors il y a beaucoup d'étymologies qui sont souvent rappelées d'une manière un peu bateau, est justement un moment particulier où un système qui était dans un état relativement stable auparavant se désorganise, devient chaotique, mais avec la perspective de pouvoir déboucher sur une émergence, c'est-à-dire sur une transformation radicale qui permette à du nouveau d'advenir. Et en ce qui me concerne, c'est vrai que j'ai le privilège d'être assez bien formé dans différentes disciplines qui me semblent précieuses par rapport à ce que nous vivons. Il y a évidemment l'anthropologie de la santé et notamment la connaissance de la corruption systémique dans le domaine de la santé. Et nous pouvons, je crois, mesurer que les personnes qui n'ont pas cette clé ou qui ne sont pas au courant du fait que cela existe, eh bien, effectivement, n'ont juste pas les moyens de comprendre à quoi nous avons affaire. Mais il y a également, alors effectivement, ce qui relève, j'ai envie de dire, de la compréhension de la santé au sens large, c'est-à-dire que nous avons tous une santé individuellement, mais les organisations peuvent être en santé ou malades, les sociétés peuvent être en santé ou malades, les gouvernements peuvent être en santé ou malades, des univers scientifiques peuvent être en santé ou malades. Donc il y a une autre clé de lecture qui est, est-ce que les systèmes sociaux, comme on les appelle en anthropologie, et qui avait pendant l'espace de la modernité, j'y reviendrai dans un petit moment, trouvé des formes qui étaient relativement génératrices de santé pour la population. On peut penser aux 30 Glorieuses, par exemple. Moi, je suis issu de la génération qui a connu la fin des 30 Glorieuses. Je le rappelle souvent, mais j'ai quand même grandi dans un monde qui était assez rigolo. Ça déconnait volontiers, ça faisait la fête, on se lâchait, on sortait un peu des carcans rigides du monde d'avant, et franchement, il y avait plutôt une bonne ambiance. Quand on se promène dans le monde aujourd'hui, on se demande un petit peu où cette ambiance est passée, mais en tout cas, ça n'est pas la même chose, et donc il y a cette autre clé de lecture fondamentale qui est celle de la santé, et puis une troisième clé de lecture qui est celle de l'anthropologie de l'imaginaire. C'est-à-dire que l'espèce humaine est ainsi faite que nous sommes essentiellement tissés d'imaginaire. C'est-à-dire que, alors Yuval Harari, qui évidemment est une référence qu'il est plutôt embarrassant d'évoquer, mais il a assez bien réussi son coup, parce que son premier livre, Sapiens, était extrêmement intéressant. Il parlait de cette réalité que nous sommes des créateurs de fiction, que c'est inhérent à notre nature, que nous ne pouvons pas ne pas créer des fictions, c'est-à-dire des manières d'expliquer le monde. Donc si on prend par exemple la question de l'origine de l'univers, il n'y a pas une culture au monde, sur les à peu près 15 000 cultures qui sont répertoriées dans la littérature ethnographique, qui n'ait pas expliqué pourquoi le monde est comme il est et d'où il vient. Et on trouve alors effectivement des choses qui sont totalement abracadabrantesques, et je ne suis pas sûr que le Big Bang soit la moins abracadabrantesque de toutes les explications. Mais c'est la nôtre, donc c'est laquelle on croit, et si on avait grandi dans une autre culture, on croirait autre chose. Mais donc nous ne pouvons pas ne pas raconter, expliquer, enfin chercher à expliquer. Et donc toute culture est toujours surdéterminée par des niveaux imaginaires.
Il y a bien sûr aussi un principe de réalité qui fait que si les élucubrations de sens de l'être humain deviennent trop absurdes ou trop incompatibles avec le principe de réalité, ben, il y a un moment donné où ça ne va plus jouer. Hein. Si nous arrivons à convaincre l'entier de la population qu'en fait la gravitation n'existe pas et qu'on peut sortir par la fenêtre à n'importe quel étage où nous vivions, ben évidemment que l'espèce va être compromise parce que tout d'un coup, la narration devient trop en décalage avec le réel, mais nous avons une énorme capacité d'élucubration. Et bon, il suffit de penser à certaines des narrations collectives actuelles, mais aussi à des narrations qui ont existé à certains moments de l'histoire pour nous en convaincre. Et pourquoi ceci est-il important? Parce que, et ça sera le début du propos que je vais vous proposer ce soir, la crise que nous vivons est... Évidemment que je fais référence à Michel Maffezoli, un de mes maîtres à penser, qui travaille ces réalités depuis plus de 50 ans, et avec lui-même une double casquette extrêmement pertinente, qui est d'une part l'anthropologie politique, puisqu'il s'est formé à Strasbourg avec Julien Freund, qui a créé l'Institut de polémologie de l'Université de Strasbourg. La polémologie, c'est l'étude des conflits et des guerres. Et en se demandant qu'est-ce qu'il y a à l'origine des guerres et qu'est-ce qui empêche l'espèce humaine de sortir de cette logique de répétition des guerres. Et il a notamment montré, Julian Freund, qu'à l'origine du politique, il y a la désignation de l'ennemi. Qu'aucune pensée politique ne peut exister sans désigner un ennemi, et dès lors que vous désignez un ennemi, vous avez déjà fait un certain nombre de pas en direction des guerres. Et puis l'autre intuition géniale de Freund et Maffezoli est de repérer qu'au fond, une société est toujours articulée sur un certain nombre d'étages, mais en tout cas les deux étages fondamentaux qui sont d'une part la puissance qui est toujours du côté du peuple. C'est le peuple qui dispose de la puissance, une puissance instituante, et puis il y a des pouvoirs institués qui sont les services, les systèmes sociaux, donc éducatifs, politique, judiciaire, alimentaire, médical, etc. Et que dans une société en bonne santé, ou en tout cas en harmonie, la puissance instituante et le pouvoir institué sont en phase l'un avec l'autre. Et dans notre modernité finissante, crépusculaire, on sort effectivement d'un modèle de représentativité politique dans lequel l'idée était qu'il y a beaucoup de manières de voir le monde, il y a beaucoup d'idéologies politiques différentes, et donc le peuple vote pour élire des représentants, et puis dans les parlements et les gouvernements, ces représentants négocient, j'ai envie de dire, ce qui va servir au bien commun. Et l'idéal démocratique défini par Hannah Arendt a effectivement relativement bien fonctionné pendant un certain temps. On a en Suisse ce goût et désormais une nostalgie, étant donné que c'est fini, de la formule magique et d'un système de concordance où, finalement, dans un ensemble de palabres extrêmement intéressants, on consultait une grande diversité d'acteurs de la société pour essayer de trouver des compromis, alors qui évidemment ne sont jamais parfaits et fâchent un peu tout le monde, parce que ce sont des compromis, mais qui en même temps tenaient suffisamment compte des intérêts en présence. Et ça, c'est le modèle, j'ai envie de dire, voilà, qu'on a connu pendant un certain nombre de décennies, mais, et c'est sans doute là une des difficultés à penser la réalité pour la plupart des citoyens, c'est fini. C'est en plein effondrement, c'est même déjà effondré, et donc nous sommes au bout de cette histoire. Et donc, ce que Maffezoli et Julien Freund ont montré, c'est que l'histoire d'une civilisation est constituée de grandes époques qui se succèdent les unes aux autres. Michel Maffezoli aime bien répéter qu'une époque, époquée en grec, ça veut dire une parenthèse, et c'est donc comme une succession de parenthèses. Il y a une équation à travers de la parenthèse, elle apparaît à un moment donné, elle se développe pendant quelques siècles, elle apporte bien sûr un certain nombre de choses et de progrès à une société, et puis à un moment donné, elle a vocation à se terminer, et à ce moment-là, elle entre dans cette phase de décadence ou de dégénérescence qui va conduire à un effondrement parce qu'il y a une autre époque qui est en train de commencer. Et alors, l'époque moderne qui est terminante aujourd'hui a évidemment commencé avec Descartes, a pris son envol pendant le siècle des Lumières. Les processus d'industrialisation du 19e ont permis effectivement que les valeurs fondamentales, qui étaient celles du progressisme, le progrès va nous apporter une meilleure vie, de la rationalité,
On évacue l'imaginaire et on cherche à penser les choses de manière rationnelle et scientifique. L'individualisme, chaque être humain est autonome, et dans le dogme économique, vous savez que l'homo economicus fait tout par raison. Il regarde quels sont les meilleurs prix pour les meilleurs produits et il ne consomme qu'en fonction de son intérêt propre et de sa raison. Ça, c'est le mythe moderne. Et puis, une fois que l'époque commence son déclin, adviennent des événements collectifs qui deviennent une forme de caricature de l'époque qui a eu cours, et notamment en toute fin d'époque avec des bouffées délirantes, qui sont des espèces de simulacres, mais vraiment délirants, il n'y a pas d'autre terme, des valeurs qui ont eu lieu pendant un certain temps. Et puis, avec ce processus de crispation des élites au sens machiavélien, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, pas les meilleurs, les plus intelligents ou les plus tout ce que vous voulez, ceux qui détiennent le pouvoir. Et eux, ils sentent bien que le monde est en train de leur échapper, et à ce moment-là, ils entrent dans des logiques de domination, d'asservissement des populations. Et quel est le meilleur ressort pour asservir les populations, si ce n'est la terreur ? De faire paniquer la population en disant « Faites-nous confiance, nous sommes les seuls à pouvoir faire face à la terrible situation qui se profile. » Et donc, Maffezoli l'annonce depuis plus de 40 ans. Un de ses tout premiers ouvrages, thèse de doctorat d'État, portait sur le nouveau totalitarisme, qu'il appelait le totalitarisme doux à l'époque. Et effectivement, beaucoup de personnes l'ont critiqué à ce moment-là en disant « Mais de quoi il parle, quoi ? Totalitarisme, France des années 80, le mec hallucine complètement, c'est un de ces sociologues qui raconte ce qui lui passe par la tête. » Alors qu'il était juste, grâce aux clés de lecture de l'anthropologie de l'imaginaire, en train de pressentir, en train de sentir la réalité de ce qui était en voie d'émergence. Et bien sûr, dans une famille de pensée dans laquelle il convient d'inclure également d'autres grands phares comme Jean Baudrillard et sa théorie des simulacres, Guy Debord et la société du spectacle, Michel Foucault, les mots et les choses, vraiment toute une génération de penseurs qui étaient issus des vieilles grandes écoles de pensée et qui se disaient il y a quelque chose qui est déjà en train de se dérégler. Et donc, voilà, lui se retrouve aujourd'hui, j'ai envie de dire, en terre inconnue. Vous savez qu'il a écrit au cours de la crise plusieurs livres, dont Le temps des peurs, L'ère des soulèvements, La logique de l'assentiment récemment. Et donc lui souligne, voilà, nous sommes dans cette période crépusculaire qui sépare deux époques. Il y a un monde qui est en train de se terminer. Et il aime bien rappeler, ça fera plaisir ceux qui aiment bien les perspectives d'espoir, que la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. C'est un monde qui s'effondre, mais en même temps qu'il y a un autre monde en gestation et qui a vocation à advenir. La question, c'est que avant que ce nouveau monde n'advienne, eh bien, nous sommes livrés aux fantômes du passé et à ce délire totalitaire des élites qui, évidemment, est prêt à tout. Parce que, autre référence à Julien Freund, c'est un combat d'arrière-garde. C'est-à-dire que c'est perdu pour eux. Mais rien n'est plus dangereux qu'une armée qui a déjà perdu. Parce qu'ils sont prêts à tout. Et voilà, ça c'est exactement le moment dans lequel nous sommes. Alors, je vous la fais rapidement, on pourra y revenir si vous le souhaitez par la suite. Et donc la crise du Covid, et c'est là où l'anthropologie et le processus de décryptage sont tellement passionnants, c'est qu'on peut vraiment y retrouver ce modèle effectivement de la pensée complexe, holographique, c'est que tout est dans tout. Et que dans une crise comme le Covid, si vous tirez les fils, eh bien vous avez l'entier de l'histoire de notre civilisation qui apparaît dans des volets différents et successifs. Alors vous savez que je me suis exprimé très tôt dans une intention d'ailleurs vraiment salutogénétique. Moi, c'est ma fibre, c'est ma formation, c'est mon métier. Donc moi, ce qui me tenait à cœur, dès lors que je voyais que toutes les données dont on disposait étaient rassurantes sous tous les points de vue dès le début du mois de mars, ça a été de prendre la parole en disant non, mais cette espèce de discours médiatico-politique complètement délirant, on se calme, quoi, on prend du recul. Et en insistant déjà à l'époque que le risque était de générer une psychose. J'avais évidemment pas compris à ce moment-là que le but était de générer une psychose. Donc j'ai été un peu naïf dans un premier temps, mais je crois qu'effectivement c'était difficile de comprendre d'emblée la réalité, et puis il y avait des informations contradictoires. Et donc depuis, je n'ai cessé d'intervenir, mais toujours avec vraiment comme
j'ai presque envie de dire obsession, le fait de nommer les choses de la manière la plus précise possible, et en cherchant aussi à être le plus rigoureux possible sur ce qu'il est possible de savoir, et d'avoir des certitudes raisonnables quant à un ensemble de choses, parce qu'il y a tellement d'éléments convergents qu'a priori l'hypothèse a l'air d'être très solide. On peut toujours se tromper, hein. Il peut toujours y avoir des découvertes, des révélations qui changent complètement la vision de quelque chose. Mais a priori, voilà, tout va de manière convaincante et donc il est vraisemblable que ceci, cela. De nommer nos incertitudes, qu'est-ce qu'il est impossible de savoir à l'heure actuelle, et puis dans l'entre-deux, de nommer les hypothèses en présence quant à telle ou telle réalité. Et alors j'observe à quel point malheureusement cette épistémologie est peu partagée, y compris dans les milieux académiques ou intellectuels, mais rappelez le confort de penser en hypothèse. Vous voyez, peut-être que tout ce que je crois sera démontré faux demain. Et j'ai souvent dit, c'est pas une boutade au cours de la crise, que si tout d'un coup on me montrait que j'avais eu tort sur tout, que le virus était effectivement très dangereux, que les mesures de protection protégeaient réellement, que l'hydroxychloroquine ne marchait pas, que le vaccin était nécessaire, qu'en fait le vaccin est sûr et efficace, mais je serais le premier ravi. Moi je demande pas mieux. Vous voyez, ça serait très soulagement pour moi d'avoir des éléments de réalité qui corroborent quelque peu cette narration-là. Le problème, c'est qu'il y a à peu près rien. Il y a à peu près rien qui vienne à l'appui de cette narration, aussi forte soit-elle au sein de la population et portée par les élites. Et donc, ce que j'ai découvert en cours de route, c'est la volumétrie du mensonge à laquelle nous avons été confrontés. Et vraiment, c'est un mensonge qui est tellement immense, qui est tellement énorme, qui obstrue tellement l'horizon que je comprends, à vrai dire, pourquoi, pour la plupart des gens, c'est difficile d'atterrir. Vous voyez ? Parce que le mensonge, au fond, si on réfléchit, on ment tous, paraît-il, 16 fois par jour. Mais, en règle générale, des tout petits mensonges. J'arrive dans 10 minutes. On sait très bien qu'on arrivera dans 20 minutes. Et un petit mensonge, en général, il passe. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu, donc les gens n'ont pas de raison d'en douter. Un moyen mensonge, il a une chance sur 2 de passer. Un gros mensonge, c'est très casse-gueule. Parce qu'il y a tellement d'éléments qui risquent de révéler que c'est un mensonge qu'en général, tôt ou tard, il est découvert. Mais un énorme mensonge, il est tellement difficile à penser. Parce que non seulement il faut penser les éléments du mensonge lui-même, et même s'il y a des éléments saillants, mais il faut penser tout le contexte qui a adhéré au mensonge. Et là, ça devient très compliqué. Et donc, les énormes mensonges sont les plus susceptibles de passer comme dans du beurre. Pourquoi ? Parce que les gens perdent même la faculté de s'intéresser aux composantes du mensonge. Vous voyez ce que je veux dire ? On voit l'effondrement en cours de l'hôpital public en France. J'ai rappelé cette situation dans le Jura. On a supprimé la maternité de Saint-Claude. Vous avez 20 femmes qui ont accouché sur le bas-côté de la route parce qu'elles étaient en train de se rendre à la maternité à 2 heures de route au cours de l'année et demie écoulée. On a vu récemment ce jeune homme de 27 ans, je crois, qui est mort aux urgences. Au bout de 9 heures d'agonie où il suppliait dans les couloirs qu'on lui vienne en aide, enfin des situations mais abominables. Et là-dessus, vous avez Macron et le Premier ministre qui disent « Non, mais on va revitaliser l'hôpital public, faites-nous confiance, etc. » Et ça passe comme dans du beurre. Pourquoi ? Parce que c'est tellement difficile de penser que ces gens puissent être des crapules, qui n'en ont rien à foutre, excusez mon français, de laisser crever les gens, et que quand ils vous disent « on va s'occuper de l'hôpital public », la seule chose qui compte, c'est que vous y croyez, mais qu'ils n'ont pas la moindre once de sincérité par rapport à ce qu'ils expriment. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut déjà avoir de l'assise à un niveau personnel et existentiel pour envisager que quelqu'un puisse être aussi malveillant, aussi psychopathe, aussi pervers. Et donc, la plupart des gens n'arrivent pas à franchir le pas, d'ouvrir les yeux, sachant aussi tout l'inconfort qu'il y a à, précisément, rencontrer la réalité de l'effondrement de notre monde et de la perversité des gens qui sont aux commandes aujourd'hui.
Alors, les mensonges autour de la crise Covid, je ne vais pas vous les énumérer, d'abord parce qu'on y passerait non seulement une soirée, mais 2 ou 3, et puis parce que vous les connaissez aujourd'hui aussi bien que moi. Mais quand même, je vais donner quelques éléments aussi si des personnes découvrent cette vidéo en ligne et n'ont pas la qualité d'information dont la plupart des gens ici présents disposent. Mais déjà, rappelez, le SARS-CoV-2 a commencé à circuler au mois de mars 2019. On a des relevés d'eau usée et des tests de sérologie en laboratoire, donc des prélèvements sanguins qui avaient été faits en 2019, qui ont été réanalysés après ensuite à la faveur des connaissances qu'on a de la bestiole et notamment la recherche d'anticorps, et on voit que le SARS-CoV-2 était en circulation sur plusieurs continents dès le printemps 2019. Donc toute l'histoire, Wuhan, décembre 2019, la chauve-souris et le pangolin font des trucs pas très catholiques et boum, le virus apparaît, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. On le sait aujourd'hui. On a de surcroît des indications très précises, étant donné que le coronavirus est synthétique, sur qui travaillait dessus à quel moment, on a les brevets, on a les recherches, on sait qui s'en occupait, donc tout ce qui nous a été dit était faux. Le choc de départ, vous vous en souvenez comme moi, les gens qui tomberaient de mort dans la rue à Wuhan. Vous vous souvenez de ces images, hein? J'en ai publié une. Un mec, par terre, dans la rue, il est mort. Quick. Des gens en scaphandre qui s'approchent. Mais bon sang, depuis quand un virus respiratoire fait-il tomber les gens rois de mort dans les rues? Est-ce que c'est ce qu'on a vu ici? Jamais de la vie. L'hôpital construit en une semaine, j'ai retrouvé l'info, c'était un lotissement à 1000 km de là. D'accord? Donc, c'est vraiment une opération de propagande, c'est du simulacre, c'est du montage, c'est du grand guignol, mais évidemment avec comme finalité de terroriser la population. Et d'ailleurs, des membres de différents groupes équivalents à la Task Force en Suisse ont révélé en Angleterre et en Allemagne qu'ils avaient reçu la commande du gouvernement de faire paniquer la population. Donc vous voyez, là encore, ça n'est même pas caché. Ça n'est même pas caché. Si on veut savoir, tout est disponible. Ensuite, je disais, j'y vais comme ça un peu étape par étape. Février 2020, Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur, qui finira au conseil scientifique de Delfrécy en produisant des modélisations délirantes pour prouver des choses complètement frauduleuses, dans un article au Monde, février 2020, dit « Le Covid-19 tue moins que la grippe, mais fait beaucoup plus peur ». Février 2020, on le sait déjà. C'est confirmé en mars, c'est confirmé en avril, c'est confirmé en mai. Et malgré tout, Macron, en France, nous sommes en guerre. Donc, comprenons bien. Ce truand, je n'ai pas d'autre mot, sait pertinemment à ce moment-là que le Covid-19 est moins dangereux que la grippe. Et il intervient sur les ondes avec effectivement une verbalisation. Alors on sait aujourd'hui que c'est préparé par les cabinets de conseil avec toute une ingénierie sociale derrière, mais une verbalisation extrêmement bien faite si le but c'est de faire paniquer la population et de la rendre incapable de penser, puisqu'il dit, souvenez-vous, l'ennemi est là, invisible, il rôde partout. Le sous-texte c'est il peut tuer n'importe qui, n'importe quand. On sait aujourd'hui que si vous aviez moins de 80 ans et que vous étiez en bonne santé, vous ne risquiez rien d'autre que n'importe quelle autre année. Hein? Et puis, pas de panique. Il l'a dit dans ce même discours, nous sommes en guerre, l'ennemi est là, qui rôde, invisible, qui nous menace tous, mais ne paniquons pas. Vous voyez la perversité. C'est-à-dire que ça devient impensable. Soit il y a un ennemi qui rôde, qui peut tuer tout le monde, et à ce moment-là, il y a de bonnes raisons d'avoir peur, soit il n'y a pas de bonnes raisons d'avoir peur. Mais quand vous mettez les deux ensemble, vous réalisez en fait une sidération. Une sidération, c'est comme un coup de hache dans le psychisme, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à penser les deux faits en même temps. Hein. Et je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui étaient férus de bande dessinée à l'époque. Il y avait un épisode de Spirou et Fantasio qui s'appelait Z comme Zorglub. Et il transformait des êtres humains normaux en espèces de clones. Et il y avait une petite bulle au-dessus de la tête. Le regard était vide. Et les gens devenaient des robots. Et en fait, ce que je suis en train de vous décrire, ça génère ça. Ça rend inapte à continuer de penser. Et donc, c'est ce à quoi nous avons eu droit depuis le début. Alors, je me suis exprimé très tôt. Un article le 16 mars 2020, fin de partie.
une vidéo sur Athlée. Les deux ont fait des millions et des millions de vues. Je ne le dis pas pour me vanter, mais simplement pour dire l'appétit qu'il y avait dans le public pour une parole vraie. Et évidemment que ce qui est amusant, c'est que on parle de diffusion virale sur les réseaux sociaux, mais c'est littéralement ça. C'est-à-dire qu'une personne voit le truc, ça lui plaît, elle trouve que ça apporte des réponses, elle le transmet à 4 ou 5 personnes, qui les transmettent à 4 ou 5 personnes, et c'est comme ça que Covid fin de partie a fait 4 millions de vues en 48 heures ou 72 heures, et après l'interview avec Athlée.ch, pareil. Et de nouveau, c'était extraordinaire, parce que tout début de l'interview avec Athlée, je dis... Le Covid a exactement la même dangerosité que la grippe annuelle, ni plus ni moins. Voilà. Et 4 ans après, ça a été entièrement confirmé. Non, c'était même moins dangereux. Enfin, c'était en tout cas pas plus grave. Et à ce moment-là, qu'ai-je vu apparaître? Évidemment, des attaques absolument massives. Absolument massives, parce que faisant partie de l'opération, il y avait le fait de devoir détruire impitoyablement toutes les paroles qui étaient susceptibles d'aider les gens à comprendre de quoi il s'agissait. Et vous savez que j'ai co-préfacé avec Ariane Biran la traduction du livre d'un professeur en sciences politiques américain. Le livre s'intitule « Aux origines de la théorie du complot, un outil de contrôle de la pensée ». Et ce qui montre, c'est que systématiquement, depuis l'assassinat du président Kennedy et le rapport bidon qui a été produit par la commission Warren, dès qu'il y a des crimes d'État contre les populations, l'étiquette de complotiste est utilisée pour disqualifier tous ceux qui ont quelque chose à dire. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on a vu apparaître à ce moment-là. Et donc vraiment, depuis lors, j'ai envie de dire, toute la production de communication de la part des sphères médiatico-politiques impliquées et des intérêts qu'ils servent vise à empêcher que l'immensité du mensonge soit comprise. Avec toujours ces injonctions posées sur la population, il dépend de vous que nous puissions nous tirer d'affaire ou pas, et si vous n'obéissez pas, vous mettez en danger les autres. On nous a raconté l'histoire de la deuxième vague, et moi j'ai dit une deuxième vague, ça n'existe pas. J'ai pas dit qu'il ne pouvait pas y avoir de résurgence. Il y a notamment un phénomène de saisonnalité qu'on connaît bien dans comme la grippe qui revient chaque année. Mais c'était possible que le Covid revienne à l'automne. Mais j'ai dit une deuxième vague, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'une deuxième vague, et c'est toute l'idée qu'on nous a vendue dans l'imaginaire, c'est on s'est confiné, on s'est masqué, on a fait attention, ouf, l'épidémie a décru, mais si on se lâche, et notamment si les jeunes recommencent à vivre normalement et à se bécoter pendant l'été, à danser ensemble sur les plages, ça risque de faire repartir l'épidémie. Alors dans le livre que je viens de publier, j'avance plus de 1000 références scientifiques et journalistiques précisément pour pouvoir de manière extrêmement précise nous souvenir de tout ça. Et on trouve des scientifiques corrompus français à l'été 2020 qui disent « Ouh là là, les jeunes sont en train de refaire partir l'épidémie ». Poggia qui dit « Ouh, attention, tairez-vous, obéissez, etc. » Alors qu'on sait que c'est faux, ça n'existe pas. Ensuite, oui, il y a un autre variant qui est venu à l'automne et qui effectivement a fait un deuxième choc, mais à l'intérieur, de nouveau, d'une déformation systématique des données. Encore, je vais pas refaire le match, mais on sait que le nombre de morts et de malades a été truqué. Et notamment, quand on disait les malades dans les hôpitaux, ils sont à cause du Covid, la moitié, 50% de ceux qui étaient étiquetés malades Covid, y étaient pour d'autres raisons. Mais soit ils avaient un test PCR positif, mais à des cycles d'amplification qui donnent à peu près 90% de faux positifs, soit il y avait le soupçon qu'éventuellement ils pouvaient être porteurs du Covid-19. Et avec, dans beaucoup de pays, des incitations. C'est-à-dire que tous les malades déclarés permettaient d'engranger des sous pour les hôpitaux, pour les médecins, pour les équipes. Donc il y a eu un dévoiement total de l'histoire. On a comptabilisé comme morts du Covid plein de gens qui sont morts de plein d'autres choses. Donc en fait, on a attribué une partie de la mortalité globale à la dangerosité de la bestiole. Et puis comme ça, dans une espèce de délire où, je ne sais pas comment le dire autrement, tout était faux. On sait depuis des décennies qu'il ne faut surtout pas confiner. Le plan de l'OMS de 2019
Rappel, il ne faut pas confiner, il ne faut pas masquer, il ne faut pas de système de traçage, il ne faut pas de fermeture des frontières. Pourquoi? Parce que tout ça, non seulement c'est inutile, mais ça aggrave les choses. Oui, oui, en cas d'épidémie respiratoire, ça aggrave les choses. Donc on a une connaissance qui est extrêmement solide, et notamment un épidémiologiste de légende, Donald Henderson, avait été mandaté par l'OMS pour revenir sur toutes les grandes épidémies respiratoires du XXe siècle, la grippe espagnole, et puis après les grandes épidémies d'influenza, la grippe de Hong Kong, la grippe asiatique, etc. Et vraiment, c'est la conclusion, il n'y en avait pas d'autre. Si on regarde les choses avec objectivité, on ne peut arriver qu'à cette conclusion-là. Et donc, tous les plans pandémie disaient pas de confinement, pas... Hein. Le plan pandémie du CDC américain, Centers for Disease Control, disait la mesure la plus coercitive à laquelle on puisse penser, c'est de demander aux gens malades de rester chez eux volontairement. Alors que c'est évident, si vous êtes malade, a priori, vous êtes contagieux. Si vous avez des symptômes, a priori, vous êtes contagieux. Vous exhalez des virions, donc à ce moment-là, évidemment qu'il vaut mieux rester chez soi pour ne pas contaminer les autres. Mais c'était la mesure la plus coercitive qui était préparée dans tous les plans pandémie. Et tout d'un coup, mais littéralement du jour au lendemain, toute la science, entre guillemets, change. Et donc on commence à raconter un Didier Pittet, c'est la courbe, l'histoire des masques, l'histoire des systèmes de traçage, l'histoire des fermetures des écoles. Alors Daniel Koch en Suisse a reconnu, oui, c'était psychologique. Ça n'avait pas d'utilité, mais il fallait que les gens se rendent compte à quel point c'était grave. Mais vous imaginez, quand on connaît les coûts psychologiques et humains et traumatiques sur les enfants, quand on sait qu'en Suède, les écoles n'ont jamais été fermées, les enfants n'ont jamais été masqués, il n'y a pas eu un mort du Covid chez les jeunes de 1 à 19 ans, et les enseignants n'ont pas été plus exposés que les autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste monstrueux de prendre des décisions pareilles, mais ça a été fait, comme si c'était normal, et avec une ribambelle d'experts comme Didier Pittet, Samia Hurst, Anatole Flao, pour venir raconter, non, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors bon, la suite de l'histoire, vous la connaissez, on utilise systématiquement des modélisations qui sont archi-fausses. C'est-à-dire qu'elles sont fausses non seulement parce qu'elles ne permettent jamais d'anticiper ce qui va se passer. Alors après, ils nous disent, oui, mais on ne peut pas prédire l'avenir. À ce moment-là, ne cherchez pas à prédire l'avenir avec des modélisations bidons. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Les fameuses modélisations de Ferguson à l'Imperial College de Londres ne pourraient pas marcher. Il y a trop de variables. Et donc Vincent Pavant, mathématicien, chercheur au Conseil scientifique indépendant, a montré, on ne peut pas avec un modèle pareil prédire quoi que ce soit de sérieux. Pourtant, c'est le modèle qui fait foi depuis plus de 20 ans. Ce type se gourre systématiquement, il fait paniquer systématiquement. Antoine Flao, l'équipe de l'EPFL qui reprennent de tels modèles font la même chose. Et au lieu de dire, excusez mon français, c'est des branleurs, c'est les dernières personnes au monde à écouter dans des cas comme ça, ou alors qu'ils fassent des modélisations comme des jeux vidéo pour les bienfaits de la science, et peut-être qu'une fois, dans un siècle ou deux, ça sera vrai, pourquoi pas, si on a envie de dépenser l'argent du contribuable. Mais de grâce, ne basons pas nos décisions sur les élucubrations de gens qui ont toujours tort. Eh bien, on n'a eu droit à que ça, et d'ailleurs, aujourd'hui encore, l'INSERM en France vient de publier un article montrant les bienfaits des confinements, des masques et des mesures sanitaires sur la base de modélisation mathématique. Vous voyez, et ça, c'est de la crapulerie à l'état pur. C'est de l'escroquerie intellectuelle et c'est de la truanderie. Mais nous n'avons eu droit à que ça. Et là encore, je comprends que pour le commun des mortels, ça soit difficile à penser. Imaginez que tout le monde, dans toutes les universités, joue le jeu de quelque chose d'aussi stupéfiant, d'aussi malhonnête, c'est difficile à imaginer. Jusqu'à, bien sûr, la mise en échec des traitements précoces. Alors, non seulement l'hydroxychloroquine et tout ce que vous voulez, mais il y a plus de 42 traitements et interventions de santé qui se sont avérés avoir une efficacité face à la bestiole. Et certaines très radicales. Et puis des remèdes même de référence, comme l'amantadine, qui est approuvé dans tous les pays comme remède antiviral, n'a jamais été utilisé. Alors que ça aurait été quand même le premier choix, avant même l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. On a évidemment une confirmation a posteriori de l'utilité des traitements précoces, c'est précisément que le SARS-CoV a circulé depuis mars 2019. Est-ce que vous croyez qu'il n'était pas contagieux? Est-ce que vous croyez qu'il n'a pas rendu des gens malades? Bien sûr que si.
Mais qu'ont fait les gens? Ils sont allés voir leur médecin généraliste. Il y a 2 principes cardinaux dans la gestion des épidémies. C'est on laisse les médecins généralistes intervenir comme premier rideau de soins et on laisse la société vivre le plus normalement possible. C'est les 2 principes cardinaux, ce que vous retrouvez chez Anderson dans les plans de l'OMS. Hein, évidemment qu'avant mars 2020, on a laissé les médecins généralistes prescrire. Ils ont utilisé très vraisemblablement de l'azithromycine parce que c'est le remède de référence pour les pneumopathies dont on ne sait pas très bien d'où ça vient. C'est à la fois antibactérien, antiviral. Donc ça marche très bien. Un petit peu de vitamine D, un petit peu de zinc. Prenez quelques jours de repos et nickel crème. Hein, donc on sait ça. Et donc bien sûr, on a mis en échec les traitements précoces. Je ne vous apprends rien. Pourquoi? Parce qu'on nous a expliqué dès le mois de mars 2020 que la seule planche de salut était... Voilà, une injection génique expérimentale présentée abusivement comme un vaccin. Alors, il y a un autre élément, c'est un tout petit peu technique, mais c'est que ce qui permet effectivement de favoriser ces entourloupes, c'est de changer de référence et de définition en cours de route. Donc, avant 2009, H1N1, une pandémie, c'est quelque chose de très grave qui tue beaucoup. En 2009, on change, c'est quelque chose qui circule dans beaucoup de continents. Donc, même un rhume, désormais, est une pandémie. Mais quand les médias martèlent la pandémie est là et qu'en plus on crée des morts imaginaires et qu'on génère un désastre sanitaire, parce qu'en interdisant aux médecins généralistes de soigner, qu'est-ce qu'on fait? On fait que les personnes à risque se péjorent, puis comme elles ne sont pas soignées jusqu'au moment où elles deviennent toutes bleues, on les envoie à l'hôpital, elles arrivent trop tard, on les intube, ce qu'il ne faut surtout pas faire sur un poumon nécrosé. Il y a une casse monumentale, mais totalement iatrogène. Et puis là, on a des petits potentats comme Mauro Poggia qui posent dans les services d'urgence des hôpitaux en disant « Regardez à quel point c'est grave ! C'est à cause des antivax et des sceptiques si c'est aussi grave. » Alors que tout ça est une construction absolument abominable. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a évoqué tout de suite le vaccin, alors qu'aucun vaccin n'a jamais marché sur aucun coronavirus, ni chez l'humain, ni en soins vétérinaires. Et puis, j'ai retrouvé cette information dans les Lockdown Files britanniques, que Dominic Cummings, qui est un homme politique qui était conseiller du Premier ministre à l'époque, avait donné au Premier ministre Johnson et au ministre de la Santé l'information en février 2020 de nouveau, que la létalité du Covid n'était pas suffisamment grave pour envisager une vaccination généralisée de la population. Donc vous voyez, février 2020, on sait, c'est pas plus grave que la grippe, c'est pas suffisamment grave pour recommander un vaccin, et le rouleau compresseur y va. Pourquoi? Parce que tout était prêt. Voilà. Alors, bon, l'injection expérimentale sûre et efficace. Hein, ça, j'ai effectivement exhumé de la littérature et notamment des recherches du Centre d'éthique de Harvard que c'est le grand marketing, alors c'est bête, hein, mais bon, c'est tant que ça marche, de l'industrie pharmaceutique, c'est-à-dire de prétendre que les remèdes qui veulent fourguer sont sûrs et efficaces même s'ils tuent des gens et qu'ils ne soignent pas, et puis que les concurrents sont dangereux et inefficaces. Donc tout d'un coup, l'hydroxychloroquine que des milliards d'êtres humains ont bouffé, comme beaucoup, j'ai pris de la nivaquine, c'est-à-dire de la chloroquine. L'hydroxychloroquine, c'est encore moins dangereux que la chloroquine, qui déjà n'est pas du tout dangereuse. Et bien tout d'un coup, ça devenait dangereux. Et on avait plein d'articles qui sortaient dans la littérature soi-disant scientifique. Attention, les torsades de pointe, beaucoup d'effets indésirables. Ouh là là, il faut surtout pas prendre ça. Enfin, c'est vraiment comme si demain, on vous disait que l'aspirine était un tueur redoutable et que 10% des gens qui en prennent meurent dans d'atroces souffrances. C'est vraiment le degré d'intox dans lequel on était. Et tout ça, pourquoi? Pour tout focaliser sur l'injection génique, sûre et efficace. Et ce qui m'a révolté d'emblée, c'est qu'au moment où des gens comme Alain Berset en Suisse l'ont dit, on n'avait aucun moyen au monde de savoir. Il n'y avait pas assez de recul. On ne peut pas dire à ce moment-là. On peut dire on espère que ça soit sûr et efficace. Mais dire c'est sûr et efficace, vous devez y aller, c'est juste totalement monstrueux de nouveau. Et puis très vite, en voyant apparaître les recherches, et notamment les papiers commandés par Pfizer et publiés dans le New England Journal of Medicine, tout était de nouveau, mais complètement truqué. Complètement truqué. C'est-à-dire que c'est tellement mal fait, et puis c'est pas que c'est mal fait, c'est que c'est fait à dessein pour produire des résultats qui ont l'air d'être positifs alors qu'ils ne le sont pas.
Donc on voit disparaître des cohortes de 500 personnes, elles s'évanouissent dans la nature. On a 4 fois plus de consommation d'antipyrétiques, donc de remèdes contre la fièvre, dans le groupe vacciné que dans le groupe non vacciné. Mais on dit que c'est chez les non vaccinés qu'il y a le plus de malades. Et on ne sait pas pourquoi c'est là. On a des intervalles de confiance qui sont délirants. Et puis dans l'étude Pfizer à 6 mois, mais qui en fait était à 1 mois et demi, on voit qu'il y a 4 fois plus d'accidents cardiovasculaires chez les vaccinés que chez les non-vaccinés, qu'il y a plus de morts chez les vaccinés que chez les non-vaccinés. Ça, c'est un signal d'alarme rouge, ça doit conduire à l'arrêt immédiat de la commercialisation du remède, qui de toute manière n'aurait jamais dû avoir lieu. Donc voilà, que vous dire d'autre? Tout était truandé du début à la fin, et ça continue à l'être. Parce que le blocus est maximal au niveau des autorités de santé. Donc tous les signaux de pharmacovigilance vaccinale ont été au rouge très vite. On n'a jamais vu autant d'effets secondaires. On sait qu'il y a un sous-reporting énorme. Donc les systèmes sont même faits pour que ça dissuade les gens de communiquer les accidents qu'ils vivent ou dont ils sont témoins. Parce que ça prend du temps, parce que c'est compliqué, parce que quand vous êtes malade, la dernière chose au monde à laquelle vous pensez, c'est d'aller signaler. Donc on sait qu'il y a au maximum 2 à 5% des effets indésirables qui sont reportés, et donc ça nous met dans une échelle de grandeur de millions de morts. À l'échelle planétaire, selon Denis Rancourt, on est à 17 millions à peu près aujourd'hui. C'est une estimation basse. Et puis alors, avec toute une dangerosité à moyen et long terme, parce qu'on voit tout un ensemble de signaux émerger, et notamment, le professeur Montagnier, paix à son âme, l'avait évoqué à l'époque, un effondrement immunitaire. Une immunodéficience. Et on voit effectivement que l'immunité des gens multivaccinés s'effondre. On voit une explosion. Monsieur Kayat n'a pas l'air au courant, mais des cas de turbo-cancer. Et d'ailleurs, l'OMS dit, attention, d'ici 2030, il faut s'attendre à une augmentation de 77% des cancers. Oh, quelle surprise! On ne se serait pas attendu à ça. On voit des troubles cardiaques et des crises cardiaques et des décès cardiaques chez des jeunes, chez des sportifs. Enfin, on a tout le tableau sous les yeux, mais tout est retenu au niveau du public. Pourquoi? Parce que les médias et les politiciens et les médecins corrompus font tout pour maintenir le paravent du mensonge. Voilà, ça, c'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Alors, le livre que j'ai écrit, j'aurais préféré ne pas l'écrire, déjà parce que ce qu'il y a dedans est pas gai, et puis parce que, en toute franchise, ce que j'ai eu l'intention de faire dans ce livre, c'est un bilan exhaustif de cette crise. Que tout y soit, toutes les facettes. Il y a déjà plein de bons livres qui ont été écrits, mais moi j'avais envie de faire vraiment l'inventaire complet de l'histoire. Et d'ailleurs, en 2021, j'ai participé à une pétition en Suisse qui demandait que le Conseil fédéral nomme une commission d'enquête indépendante. Vous pouvez imaginer le succès que ça a eu. Et je me suis retrouvé censuré sur YouTube parce que j'avais demandé une commission d'enquête indépendante. Oui, en effet, quel propos extrêmement séditieux. Mais donc, voilà, ce que j'ai mis dans le livre, ça n'aurait pas été à moi de le faire. Et si nous avions des autorités un tant soit peu honnêtes et préoccupées du bien public, c'est elles qui l'auraient fait. Elles se seraient donné les moyens. Mais bon, comme j'avais pas envie d'attendre des décennies que ça se fasse, j'ai repris ma plume et je dis, allez, hop, on recommence, et gna gna gna, mais au moins il y a tout. Voilà, donc, comme en même temps c'est un sujet qui continue de m'intéresser malgré tout, j'espère y avoir mis de l'allant, et voilà, beaucoup de lecteurs me disent, malgré le fait que c'est pas quelque chose de très gai à parcourir, malgré tout c'est intéressant, et voilà, beaucoup de lecteurs me disent qu'ils ont plutôt la pêche en sortant du livre que d'être effondrés. Mais pourquoi? De nouveau, parce que l'intelligibilité est notre planche de salut. Et même si la réalité est catastrophique, même si le mensonge est énorme, même si la perversité et la corruption auxquelles nous avons fait face sont terrifiants, il vaut mieux tout voir clairement. Et quand vous mettez tout à plat sur la table, eh bien, paradoxalement, peut-être, ça génère effectivement un sentiment de soulagement. J'ai également consacré le 5e chapitre à la corruption systémique. Alors, de nouveau, c'est quelque chose qui est très connu en santé. Et dans cette espèce de schizophrénie, je suis désolé un peu d'utiliser ce terme, mais on se comprend, où à la fois c'est quelque chose d'universellement reconnu, donc c'est pas un scoop,
La Commission européenne en a parlé, l'ONU en a parlé, les revues médicales en ont parlé, les centres universitaires en ont parlé. Donc c'est pas comme si on débarque dans cette réalité. Mais en même temps, dans une période comme celle que nous venons de vivre, c'est totalement occulté, comme si ça n'existait pas. Et si vous vous permettez de le rappeler au passage, il faut vous attendre à passer des mouvements un petit peu turbulents. Mais donc, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, nos systèmes de santé sont complètement pris en otage par des intérêts mafieux. Et en ayant notamment investi tous les étages décisionnaires. Alors, on s'entend, hein, le propre de la corruption systémique, c'est qu'elle est systémique. Évidemment que l'immense majorité des gens qui travaillent dans le système ne sont pas malhonnêtes et corrompus. Mais c'est ça le génie de la corruption systémique. C'est que dès lors que vous êtes dans le système, vous ne pouvez pas ne pas y contribuer d'une manière ou d'une autre. Et on a bien vu. Hein, les médecins qui ont soigné malgré tout avec succès se sont fait démolir, interdire de pratique, lyncher. Je ne sais pas comment Didier Raoult fait pour tenir encore debout, mais enfin bon, je pense qu'il a un profil psychologique qui aide. Parce qu'il est tellement convaincu, mais avec raison, de son propre génie, et que de toute manière le temps lui donnera raison, que ça lui glisse dessus un peu comme sur les plumes d'un canard. Mais quand on voit le canardage, hein, le bombardement qu'il a subi depuis 4 ans, c'est juste mais apocalyptique. Ceci alors qu'il a eu raison sur à peu près tout. Il a dit les choses avant les autres. Le réel ne cesse de confirmer ce qu'il a dit. Les agences de santé confirment même ce qu'il a dit, mais malgré tout, ça reste le charlatan, escroc, mégalomane qui raconte n'importe quoi. Et donc, vous voyez, ça, c'est vraiment des cas aussi qui, évidemment, visent à disqualifier quelqu'un dont la parole est dangereuse, mais visent aussi à faire un exemple. C'est-à-dire que si tant est que vous étiez tenté de soigner un de vos patients avec les produits interdits, si tant est que vous soyez tenté de dire publiquement que non, c'est pas tout à fait comme ça que ça se joue, bah laissez-moi... la mise au pilori qu'on a pu observer, elle est bien dissuasive. Mais ça n'explique pas tout. Parce qu'après, la vraie question pour moi, et je l'ai vécu, j'ai presque envie de dire, dans ma chair, étant donné que des gens avec qui j'ai collaboré dans les systèmes de santé, avec lesquels j'ai travaillé sur les mêmes chantiers, qui me donnaient l'impression, par beau temps, d'être relativement irréprochables dans leurs valeurs et leur éthique, tout d'un coup se mettaient à soutenir le pire du pire en n'ayant pas la moindre conscience. Claude-François Robert, ancien médecin cantonal à Neuchâtel, a pris les pires mesures sanitaires, alors que j'ai collaboré avec lui à la planification sanitaire du canton de Genève en l'an 2000. C'était un type un peu farfelu, un peu limité intellectuellement, mais qui, non vraiment, c'est mon appréciation, mais n'avait rien d'un sale type. Et tout d'un coup, il est allé jusqu'à dire il faut faire des tests nasaux sur les nourrissons, parce qu'ils risquent de contaminer les autres. Vous voyez, donc, Barbara Broers aux hôpitaux universités de Genève, qui a été exemplaire dans la défense des personnes toxicomanes et autour du sida, tout d'un coup a contresigné avec Anne Sigrist le truc que si vous n'étiez pas vacciné, vous deviez interrompre vos études de médecine. Madame Sigrist, que tout le monde m'a décrit comme étant quelqu'un de bien humainement, et j'ai pas de raison d'en douter. Tout d'un coup, elle vient sur les plateaux dire « Non, mais l'injection, elle reste au point d'injection. » Il n'y a aucune chance que ça se rétro-transcrive dans l'ADN. Et puis les faits leur donnent tort. Vous croyez qu'elle aurait fait quoi que ce soit pour dire « Je suis désolé, je me suis trompé » ou « Je vous ai donné une nouvelle qui n'était pas vraie » ? Rien. Et donc, pour moi, la question qui s'est posée, c'est comment expliquer que tous ces épidémiologistes qui savent qu'il ne faut surtout pas confiner, qu'il ne faut surtout pas fermer les écoles, les commerces et les restaurants, qui savent qu'il ne faut surtout pas porter de masque en population générale quand on est en bonne santé, qu'est-ce qui fait qu'ils ont adhéré à ça et qu'ils se sont mis comme des perroquets à répéter la doxa ? Alors il y a le psittacisme, c'est le terme correspondant, parler comme un perroquet, qui évidemment fait partie de l'hypnose de masse et des procédés d'ingénierie sociale. Mais vous voyez, c'est un tel renversement. J'ai parfois utilisé cette métaphore parce qu'elle me paraît juste. C'est comme si demain, on nous expliquait que la meilleure manière d'élever les enfants et de les aider à apprendre en milieu scolaire, c'est de rétablir les châtiments corporels.
et qu'il faut leur donner des coups de règle sur les doigts, des coups de martinet, les envoyer au coin avec un bonnet d'âne. Vous voyez, le degré de maltraitance a été de cet ordre, voire pire, et c'est comme si toute une génération de personnes qui se sont formées dans les sciences de l'éducation, qui connaissent la psychologie de l'enfant, qui ont toujours agi sincèrement au profit, dans l'ensemble, du bénéfice des enfants, tout d'un coup disaient « Ah oui, il faut fouetter les élèves, il faut fouetter les élèves, fouettons les élèves ». On n'a pas assez fouetté les élèves. Et les parents qui s'opposent au fouettage des élèves sont des complotistes. Non mais c'est vraiment ce niveau de délire dans lequel on est arrivé. Alors évidemment, il y a la peur des sanctions, mais il y a surtout le conformisme. Finalement, ce que cette crise révèle, c'est que l'immense majorité des gens ne savent pas penser. C'est pas entièrement une découverte, hein. Non, mais je le dis sans ironie. Pourquoi? Parce que pour la plupart des gens, la pensée est un ticket d'entrée pour une appartenance. J'ai aussi cité cet exemple. Allez au Parti libéral dire que finalement, les riches ne payent pas assez d'impôts dans ce canton. Vous allez voir 100 têtes courroucées se tourner vers vous en disant « Mais qui c'est ce connard ?» quoi. Maintenant, allez au Parti socialiste dire que les impôts sont beaucoup trop élevés et que ça étouffe l'économie et que c'est injuste pour les gens qui, ayant travaillé dur, ont quelque avoir. Vous allez voir 100 têtes courroucées vous tourner vers vous. D'accord ? Donc c'est évident que dans un milieu donné, on est en mimétisme avec les croyances du groupe. Et en fait, cette emprise est beaucoup plus forte qu'on ne le supposerait à première vue. Et ça prend vraiment énormément d'indépendance d'esprit. Ça prend d'être un peu un mauvais esprit. On dit contrarian en anglais. C'est celui qui aime bien prendre le contre-pied de ce que tout le monde pense. Et Didier Raoult l'a beaucoup dit. Il a dit, quand tout le monde va dans une direction, si vous voulez trouver quelque chose d'intéressant, allez dans la direction opposée. Sinon, vous allez juste vous retrouver au milieu du troupeau. Et au fond, pour moi, cette crise pose vraiment une question fondamentale en termes d'épistémologie. Comment est-ce que je sais ce que je crois savoir ? Alors, il existe des systèmes de langage, je me permets de le partager avec vous parce que c'est tellement délicieux, où en fait, il y a des désinences qui indiquent quel est le moyen par lequel vous savez ce que vous énoncez. C'est-à-dire qu'il y a des marqueurs, comme par exemple des suffixes, une syllabe que vous ajoutez à la fin d'une phrase et qui dit « je le sais parce que je l'ai vécu ou je l'ai vu de mes propres yeux »,« je le sais parce que tout le monde le sait »,« je le sais parce qu'on me l'a dit »,« je le sais parce que je l'ai rêvé » ou qu'un esprit m'en a informé, ou « je crois le savoir mais je ne suis pas tout à fait sûr ». Vous voyez ce que je veux dire? On précise les choses. Or, chez nous, il y a un effacement total de ça, et au fond, qui nous expose de manière dramatique à ce que Goebbels ou Göring, je ne me souviens jamais, Goebbels avait dit, c'est qu'au fond, il suffit de répéter un nombre élevé de fois un mensonge pour qu'il devienne vrai. Et en fait, la manière dont ça se passe, c'est par colonisation du cerveau. La première fois qu'on entend une idée, elle est de toute manière inconfortable, parce qu'elle est nouvelle. Et donc, elle n'a pas de familiarité dans notre cerveau. Et notre cerveau adore travailler par stéréotypes ou généralités. Il adore rester dans les limites du connu. Pourquoi? Parce que ça demande de la ressource neurologique d'intégrer une idée nouvelle, d'évaluer si elle est pertinente, de voir comment elle se situe par rapport à l'entier de mon système de croyances. Donc c'est gourmand en ressources neurologiques et notre cerveau n'aime pas tellement ça. Mais la seconde fois qu'on entend une idée nouvelle, on l'a déjà entendue. La troisième fois, elle commence déjà à être familière. Et la 10e fois, même si au départ on avait une résistance ou une réticence par rapport à l'idée, elle fait partie du paysage et elle s'est intégrée la plupart du temps. Sauf si on a une bonne raison de nous y opposer, auquel cas on va maintenir, j'ai envie de dire, la force d'opposition par rapport à l'idée. Et ce que j'ai trouvé d'extraordinaire dans cette crise, c'était de voir au fond comment cette cognition collective était perméable à ce travail d'imprégnation, sachant qu'il y avait des forces extrêmement compétentes qui, en permanence, orientaient la manière dont on était censé penser.
De surcroît, quand vous faites le mauvais esprit, allez au Parti libéral ou au Parti socialiste, essayez, ça sera une expérience intéressante. Hein, c'est pas agréable de se faire montrer du doigt comme étant celui qui pose problème. Et puis, il vous souviendra que les étiquettes et les narrations qui ont été utilisées étaient d'une violence extrême. Hein, nous étions ceux qui mettaient en danger la vie des autres. Ceux qui ont mis en danger la vie des autres dans l'histoire, c'est pas exactement nous. Et là, on voit un autre motif intervenir qui est passionnant, qui est celui du détournement d'attention, caractéristique des systèmes pervers. Parce que quand une personne perverse cherche à obtenir une influence sur un groupe, et je rappelle que la finalité de la personnalité perverse, c'est de détruire les autres. C'est sa jouissance, c'est son kiff. Hein, j'en ai parlé au sujet d'Emmanuel Macron, qui coche toutes les cases, mais la personnalité pervers, elle a 4 caractéristiques psychiques principales. On appelle ça la tétrade noire en psychologie. C'est le machiavélisme. Ils sont prêts à tout. Ils sont extrêmement habiles. Et on retrouve l'adage de Récamier sur les manipulateurs pervers. C'est quelqu'un pour qui un mensonge réussi vaut une vérité. Donc si je dis que je vais sauver l'hôpital public et que vous y croyez que je peux continuer à détruire l'hôpital public, tant que vous y avez cru, ça ne me pose aucun problème. Nous, peut-être qu'on ment 12 ou 16 fois par jour, petit mensonge la plupart du temps, mais on culpabilise. On n'est pas totalement à l'aise avec ça, parce qu'on est névrosé, comme aurait dit Freud. Ce qui est bien, c'est très bien d'être névrosé. Par les temps qui courent, c'est même essentiel. La deuxième caractéristique, c'est le narcissisme. Il n'y a qu'eux qui existent et l'autre n'existe pas vraiment. La troisième caractéristique, c'est la psychopathie, c'est-à-dire il n'y a pas d'empathie pour la souffrance que vivent les autres. Et la quatrième caractéristique, c'est le sadisme. Alors, j'ai décortiqué dans quelques vidéos, je vous y renvoie si ça vous intéresse, notamment des micro-expressions. C'est un psychologue américain, Paul Ekman, qui a vraiment détecté tout le système des micro-expressions. C'est que même si on est relativement impassible et qu'on ne laisse pas transparaître ce qui nous habite ou ce qui nous anime, il y a des micro-expressions extrêmement fugaces qui traversent notre expression faciale par moment, et notamment une expression caractéristique des psychopathes, des tueurs en série, des violeurs d'enfants, qui est la jouissance d'abuser les autres. Et on voit ça, alors on a des enregistrements de procès extrêmement intéressants, parce que ces accusés sont extrêmement forts dans le fait de jeter le doute. Un exemple typique, et Senta en a beaucoup parlé, c'est notre ami Anthony Fauci aux États-Unis, qui est une ordure de la pire espèce, qui depuis 40 ans commet crime sur crime. Et lui, il vient d'être auditionné pendant pratiquement une journée au Congrès. 120 fois, il dit « je ne me souviens pas ». Je ne me souviens pas, non. Et donc on voit par exemple que quand la déclaration de Great Barrington, qui était une prise de position qui rappelait les bons principes en épidémiologie, est sortie, il a eu des échanges de mails avec Collins, le directeur du CDC, pour torpiller cette initiative et faire passer les signataires, qui étaient à Harvard, Stanford et Oxford, comme étant des marginaux. Marginal à Oxford, Stanford, pourquoi pas. Hein, et vraiment, on a des échanges de mails. Fauci dit « je m'en suis occupé cette semaine, c'est bon, on est en train de... » Et puis devant... Alors ça, c'était une autre audition dans le cadre d'une procédure fédérale. Je me souviens pas. J'ai tellement de choses dont m'occuper que des choses insignifiantes comme ça, voilà, je m'en souviens même pas. Et c'est des gens qui sont insaisissables. Parce que si vous n'avez pas la clé de lecture de ce caractéristiques psychiques et de leur mode de comportement, si vous appliquez la grille de lecture qu'on applique à n'importe qui, à qui on accorde le bénéfice du doute, vous vous faites avoir grave de chez grave. Voilà. Et donc, c'est ce dans quoi on a été, ça a été une entreprise machiavélique, sadique, perverse, délibérée, je vous en donnerai des éléments probants. Et après, dans des situations comme ça, ce qui est terrible, c'est que les gens sont sous hypnose, donc... enfin sous emprise. Donc ils ne se rendent pas compte de ce qui leur arrive. Ils ont perdu la faculté de penser, ils ont perdu le sens critique. D'ailleurs, vous avez observé qu'on a fait de sceptique une étiquette dévalorisante. Covido-sceptique. Scepticisme, si je me souviens bien, c'est au cœur de la démarche scientifique. C'est au cœur du cartésianisme, c'est au cœur de la rationalité. Tout d'un coup, covido-sceptique. Pas bien. Mais vous voyez comment ça marche. Parce que subliminalement, qu'est-ce qu'on entend? C'est qu'il ne faut pas être sceptique.
Et les scientifiques nous disent qu'il ne faut surtout pas être sceptique. Ah ben c'est eux les scientifiques. Vous voyez comment est-ce qu'on s'y prend pour neutraliser le psychisme des gens. Mais malgré tout, même s'ils sont sous emprise ou sous hypnose, les personnes sous emprise sentent bien la réalité de ce qui se passe. Dolto dirait l'inconscient sait. Peut-être que le conscient ne sait pas, mais l'inconscient sait. Et là, c'est le génie de ces gens, c'est qu'ils détournent l'attention. C'est les antivax, les dangers publics. C'est eux qui sont en train de vous assassiner. Sauf que ce sont les pervers qui les assassinent. Mais en déviant, par détournement d'attention, la flèche à l'endroit souhaité, au fond, ils soulagent même l'inconscient, qui tout d'un coup dit « mais voilà, ce que je sentais, ça existait bien, mais c'est eux les responsables ». Voilà. Alors vous ajoutez à ça la bouc émissarisation, c'est-à-dire le fait que dès qu'une population vit dans la terreur, elle a besoin de s'en prendre à quelqu'un, et là vous avez l'équation royale dans laquelle nous avons été depuis des mois, et qui fait que même des gens qui n'étaient pas des sales types au départ deviennent complètement fous, furieux. Pour la petite histoire, je me permets de le partager avec vous avec gourmandise, je viens d'être convoqué par la police. Oui, suite à une plainte déposée contre moi pour diffamation et menace par Claude-François Robert. Et en fait, alors il a envoyé un dossier qui a l'air d'être assez amusant, dans lequel il dit que, effectivement, c'est une citation que je reconnais volontiers, j'ai dit de lui qu'il avait accumulé une somme de mensonges et de désinformations absolument énorme, alors même qu'il a fait des colloques avec Samia Hurst à l'université pour parler des fake news. Mais lui, il a expliqué tous vaccinés, tous protégés, le test PCR, il est fiable, les traitements précoces ne marchent pas, il faut absolument qu'on fait... Donc voilà, tout ce qui était faux et possiblement faux, il l'a dit, et donc il m'accuse en diffamation, parce que je me suis permis de le dire. Alors accessoirement, il y a plusieurs des meilleurs épidémiologistes américains qui, dans une audition du Congrès, ont dit qu'il n'y a pas eu de plus grand pourvoyeur de fake news que le gouvernement américain. Bon, ils ne sont pas poursuivis pour diffamation, à ce que je sache, mais ça va encore plus loin. La menace, c'est que j'ai dit qu'il fallait supprimer les courroies de transmission au sein des appareils de fonctionnaires, comme lui l'occupait. Donc supprimer une courroie de transmission, dans son fantasme, c'est que j'ai appelé à ce que lui soit supprimé. Donc c'est une menace de mort. Alors, vous voyez, alors effectivement, j'ai rigolé devant le policier en disant que c'était évidemment administratif et que je souhaite à M. Robert de mourir de sa belle mort, si possible en prison. Enfin non, ça je ne l'ai pas dit. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que ça reflète le degré d'égarement dans lequel ils sont. Parce que si je dis qu'il faut supprimer une courroie de transmission à l'intérieur d'une administration, tout le monde comprend que c'est une réorganisation administrative. Mais lui l'a pris vraiment comme il m'a menacé de mort. Vous voyez le degré de délire résonnant dans lequel on peut être. Alors accessoirement, bon, je pense que la plainte va être classée, parce que je ne vois pas comment le procureur, même avec l'envie d'aller dans ce sens, peut entrer en matière sur un truc pareil. Mais si d'aventure c'était le cas, je me réjouis assez, parce que, est-ce que je dirais, une fois qu'on est devant le juge, il y a des avocats, on met les choses à plat, ça peut avoir une vocation pédagogique. Et si d'aventure la justice est elle-même corrompue ou azimutée au point où je sois condamné, j'en retirerai une certaine gloriole personnelle jusqu'à la fin de mes jours. Mais c'est vraiment pour nommer une fois de plus vraiment le système délirant dans lequel nous sommes. Et effectivement, Ariane Biran a vraiment décrit la paranoïa qui s'est emparée de toute cette clique comme étant un délire résonnant. On a des gens qui peuvent raconter tout et n'importe quoi comme si ça faisait sens, alors que ça ne fait aucun, excusez mon français, putain de sens. Bon, alors on va laisser la crise sanitaire derrière nous, mais après, repérer... Alors, ça, c'est le livre que je viens de publier. Dans le livre que je suis en train de finaliser, qui sortira au début du mois de mai, je pose la question suivante. Si on a fait tout le contraire de ce qu'on savait devoir faire, si on a prétendu des choses qui étaient connues depuis longtemps pour être complètement fausses, si ça s'est étalé sur 4 ans, c'est évidemment que ce n'est pas de la maladresse, de l'erreur, ou on n'a pas tout à fait compris. Évidemment qu'il y a un enfoncement dans le mensonge qui est réel. C'est qu'une fois que vous avez autant de choses à vous reprocher,
que les personnes concernées. Évidemment que, même avec la meilleure volonté du monde, la possibilité de dire, bah, vous savez les mecs, tout compte fait, on s'est un petit peu trompé. Vous allez rire. Les confinements n'étaient pas vraiment nécessaires et l'injection n'était pas vraiment sûre et efficace, mais bon, on a tous le droit à l'erreur. Ça devient un peu compliqué. On se comprend bien. Et puis, au-delà de ça, je parlais de l'épistémologie foireuse, malheureusement, en Occident, mais il y a aussi une construction de la personnalité qui font que très rares sont les personnes à être simplement capables de reconnaître quand elles se trompent, et a fortiori sur des grosses choses. Moi, le seul mea culpa intéressant que j'ai entendu, c'est Tony Robbins, l'acteur américain, qui, à un moment donné, a dit publiquement « Mais je suis terrifié de voir à quel point j'ai pu devenir un sale type et m'en prendre aux antivax et aux coronasceptiques de manière totalement totalitaire, et je suis mais vraiment terrifié de voir comment j'ai pu participer à ça. » Eh bien, chapeau. Ça prend énormément de construction et de courage pour être capable de faire ça. Donc comme aujourd'hui, il n'y a à peu près que des lâches au pouvoir, on comprend que de toute manière, ça soit difficile pour eux. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Parce que ce qui est apparu en cours de route, et comme je sais assez bien chercher l'information, en étant parfois fort bien guidé par des personnes dont c'est le métier, j'ai pu retracer toute l'histoire. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on change, mais littéralement en une semaine, de plan pandémie où on dit il faut surtout pas confiner, surtout pas masquer, surtout pas fermer, à un truc où c'est la seule chose qu'il faut faire et si on ne le fait pas, tout le monde meurt. C'est quoi qui permet ça? Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, tout a été prévu et organisé de longue date et que bien sûr, c'est une opération criminelle de grande envergure. Donc si on nous affuble de l'étiquette de théoricien du complot, je vous rappelle, c'est toujours le signe qu'il y a des crimes en cours contre les populations. Et plus les crimes sont gros, plus on convoque l'étiquette de complotiste. Bon, donc c'est qu'il y a un énorme crime en cours. Et donc, j'ai pu retracer toute la séquence. L'adoption de toutes ces mesures destructrices, elle vient de Chine. C'est le Parti communiste chinois qui a dit il faut confiner, il faut masquer. Et puis, avec un relais immédiat de l'OMS. L'OMS a jeté aux orties ses propres plans, a jeté aux orties toutes les connaissances accumulées, et, alors par étapes, vous voyez, il ne faut pas faire ça trop brusquement. Donc pour toutes ces mesures, ils ont commencé par dire « Oh, c'est bizarre, on ne fait pas ça d'habitude, mais voyons ». Puis 2 semaines après « Ah, mais ça a l'air de marcher ». Puis encore 2 semaines après, il faut faire ça partout. Alors je le fais rapidement, mais ce n'est pas des blagues. L'intubation dans les hôpitaux, ce qu'il ne faut surtout pas faire, ça vient de Chine. Tout vient de Chine. Hein, toutes les impulsions viennent de Chine. Après, l'OMS le reprend, Fauci, ce saint homme, le reprend, et avec une verbalisation, ce qui est extraordinaire, c'est que dans le foutage de gueule, alors ils sont artistes. Hein, Fauci dit « J'ai envoyé mon adjoint en Chine, il a été tellement convaincu par ce qu'il a vu qu'il est revenu en me disant « Il faut absolument qu'on fasse ça chez nous ». Donc on jette aux orties tout ce qu'on sait devoir faire, les plans pandémie, la science, et Fauci commence à dire mensonge sur mensonge, et en truandant Donald Trump. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens dans la résistance qui fantasment Donald Trump en chevalier blanc, qui avait tout prévu à l'avance, tellement il est intelligent, il s'est fait couillonner de chez couillonner. Il y avait Scott Atlas, qui était un autre conseiller, qui lui avait tout compris d'emblée, et malheureusement Trump a pris le parti de Fauci et s'est lancé tête baissée dans l'histoire du vaccin, qui était prévu de longue date. Parce que ce qu'on a découvert depuis, c'est que le virus qui a été créé artificiellement et l'injection génique expérimentale qui a été créée artificiellement ont été développés en parallèle, sur plus de 10 ans. Et on se souvient tous, Bourla, le PDG de Pfizer, c'est extraordinaire, on a les enregistrements, donc ça pour un anthropologue c'est du pain béni, vous voyez, c'est de la mythologie en direct, qui explique à des journalistes, oui, quand le Covid est arrivé, je me suis tourné vers mes équipes et elles m'ont dit « Ah, il faut qu'on essaye la technologie ARN messager ». J'ai été très surpris, dit-il. Je ne m'attendais pas à ça, mais j'ai décidé de suivre mon intuition et de faire confiance à mes équipes. Et miracle, 3 mois plus tard, ils arrivent avec un vaccin. Okay. En 2013, Moderna a reçu un contrat du département de la Défense américain pour travailler sur les technologies ARN messager.
Les technologies ARN messager ont été développées par le département militaire. Les brevets appartiennent aux agences américaines, agences de santé et agences de la défense, et Pfizer et Moderna ont reçu la licence de commercialisation. Rien de ce qui nous a été dit n'est vrai. Et vous voyez, comme ça, c'est un autre motif. Il y a une manière de dire, une locution en anglais qui dit « hidden in plain sight ». C'est caché en plein dans le champ de vision. On pourrait dire caché en pleine lumière en français. Et là, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ne cachent rien. Le mensonge est tellement énorme qu'ils n'ont pas besoin de cacher les choses. Et donc, Stéphane Bancel, PDG de Moderna, qui avant était PDG de Mérieux, qui avait reçu le mandat d'assurer la ventilation du laboratoire P4 de Wuhan, qui est une entreprise internationale. Lui, il dit... en janvier 2023, au World Economic Forum de Davos, nous travaillons sur la technologie ARN messager et en 2019, j'ai dit à mes équipes, nous aurons besoin de milliards de doses l'année prochaine. Mes équipes se sont tournées vers moi en disant « mais comment ça se fait ?» Et j'ai dit « il y aura une pandémie, nous aurons besoin de milliards de doses. » Alors, soit il est voyant extra-lucide, comme Fauci, qui avait annoncé en 2017 « il y aura une pandémie mondiale sous la présidence de Trump ». Alors, on sait que tôt ou tard, il y aura une pandémie naturelle. Mais voyez, et ça, c'est extraordinaire, parce qu'ils disent les choses à l'avance, ça se passe comme ils l'avaient dit, mais si on dit les mecs, vous avez entendu ce qu'ils ont dit, complotistes ». Vous voyez, tellement le système est verrouillé. Et donc, tout ça était prévu de très longue date. Et il y a d'autres confirmations qui sont tombées récemment. Alors, je me suis aussi intéressé à comment est-ce qu'on a... quelles sont les premières productions qui ont fait croire que confiner pouvait être une bonne idée. Et en fait, il y a un premier article de 2005, mais qui est un article très boiteux, qui tout de suite a été contredit par Henderson. Mais évidemment qu'un moment fondateur, c'est le plan Lockdown Step de la Fondation Rockefeller en 2010, et qui est un scénario complètement dystopique, mais qui imagine que pour faire face à un ensemble de dangers possibles, il peut être utile de confiner la population et que comme on n'est plus comme dans le temps, on va chercher des gens avec des mitraillettes pour les forcer à rester chez eux, il s'agit de générer l'adhésion de la population à ces mesures pour qu'elle soit contente de participer. Et là, il y a un scénario absolument extraordinaire où différents pays essayent différentes choses, mais la Chine, qui évidemment est une dictature, elle applique les mesures les plus coercitives possibles. Dans les pays occidentaux, ça résiste parce qu'on est démocrate, donc on n'aime pas tellement ces trucs-là, mais en fait, les résultats sont bien meilleurs en Chine que partout dans le monde. Voilà, ça c'est le plan Lockdown Step de Rockefeller. Et puis après, Corinne Lalo, qui est une journaliste d'enquête récemment, l'a révélé, Johns Hopkins a fait d'autres scénarios en cours de route, avant le Event 201 qui s'est passé au mois d'octobre 2019 et qui était une répétition générale, mais il y a un autre plan qui a été sorti en 2017 et qui dessine tout le devenir, et notamment... comment, si des vaccins sont mis précipitamment sur le marché pour faire suite à une pandémie, et qu'ils ont des effets secondaires en réalité beaucoup plus graves que ceux auxquels on s'attendait, le gouvernement doit s'y prendre pour faire passer la pilule à la population. Et notamment, c'est la recommandation en se montrant très compassionnel. Et en remerciant la population d'avoir accepté de prendre des risques pour protéger toutes ces personnes âgées qui étaient à risque, et de jouer sur... Donc vous voyez le degré de machiavélisme. Et donc la réalité, c'est que tout était prévu de longue date. Pourquoi et comment? Alors, l'étape suivante, c'est de s'intéresser aux différents protagonistes. Bon, Fauci, il est en fin de carrière, mais de toute manière, même si c'est évidemment une figure saillante, et je crois qu'il restera dans l'histoire à côté de Mao Tse-tung, Staline et Hitler, non mais tellement il a été pervers et ignoble. Il faut savoir qu'il faisait même des expériences, les gens, souvent les gens sont plus sensibles, il faisait des expériences sur des beagles, des opérations à vif, sans aucune finalité scientifique, juste pour le plaisir de voir ces pauvres bêtes vivre des souffrances énormes. Enfin, des expériences sur des enfants en Afrique. Enfin, c'est juste ignoble. On est au niveau de psychopathie le plus élevé qu'on puisse imaginer. Donc Fauci, lui, il est un petit peu en bout de course. Tedros,
le chef de l'OMS, ben, ma foi, c'est l'ancien leader d'un mouvement terroriste qui a énormément de choses à se reprocher. Évidemment que c'est un peu le candidat idéal pour les mafias au pouvoir, parce qu'un type comme ça, vous le faites chanter comme vous voulez, enfin vous le faites même pas chanter, vous lui dites où avancer, il avance. Parce que sinon, il se retrouve devant une cour pénale pour probablement inculpation de crimes contre l'humanité. Et puis l'OMS, effectivement, qui était quand même une bastringue, alors ça a toujours été cul et chemise avec l'industrie pharmaceutique, mais... Et moi, ça me chagrine de devoir dire du mal de l'OMS, parce que j'ai travaillé avec des équipes remarquables, notamment autour de projets en santé mentale et communautaire. Récemment, d'ailleurs, ils viennent de demander avec l'ONU la cessation de tous les traitements forcés en psychiatrie. La cessation de tous les traitements forcés en psychiatrie. C'est quand même assez remarquable et très osé. Donc, à l'intérieur de l'OMS, il y a plein d'équipes et de gens remarquables, mais l'organisation elle-même est devenue complètement crapuleuse. Et bon, on sait, le chiffre de financement, 80% du budget était assuré par les États. Aujourd'hui, c'est 80% par des fonds privés. Et notamment... Hein, d'accord, dis-moi. C'est 80% de contributions volontaires. D'accord. Et 20% de contributions obligatoires. D'accord. Donc, okay. Dans les contributions volontaires... Il y a aussi celle des États. D'accord. Très bien, merci de la précision. Et qui est le principal contributeur de l'OMS ? Un autre psychopathe, Bill Gates. Et ce qui est extraordinaire, c'est que... Alors, évidemment, il faut éviter de tomber dans le délit de sale gueule. On a la tête qu'on a. Mais il y a dans la gestuelle et les expressions faciales de Bill Gates, si vous avez l'occasion, relisez la BD La Zizanie d'Astérix. Parce qu'il y a Détritus, qui est... un manipulateur envoyé par César pour semer la zizanie dans la tribu des irréductibles gaulois. Et Détritus. Et quand vous voyez Bill Gates, mais même répondre aux questions d'une interview, mais il suinte, je sais pas comment dire, il suinte la perversité, la fourberie. C'est juste abominable. Et donc, effectivement, Bill Gates est aujourd'hui, à travers ses différentes fondations, le principal contributeur de l'OMS. Et il faut savoir qu'il y a eu un deal entre Bill Gates et Fauci au début des années 2000. Et en fait, selon un modèle qui existe de longue date, donc évidemment que les immenses chefs d'entreprise qui font des fortunes mirobolantes sont des tordus. Si vous n'êtes pas mu par une soif du pouvoir et de l'accaparement absolument pathologique, vous ne faites pas des fortunes de dizaines de milliards de dollars. Même si vous êtes très intelligent, même si vous êtes un très bon entrepreneur, même si vous êtes très créatif, vous voyez ce que je veux dire, il y a forcément quelque chose, on les appelle les prédateurs globaux. Ce sont des gens qui n'ont aucun égard pour les autres et qui veulent juste accaparer. Et ce profil existe à peu près depuis la nuit des temps. Et une fois qu'ils ont bien pillé les choses, que cherchent-ils à faire? À se donner une respectabilité. Et c'est la famille Rockefeller qui avait commencé à l'époque avec... Pardon ? Avec la philanthropie, exactement, en mandatant des conseillers, il faut faire des institutions philanthropiques. Pourtant, vous pouvez deviner le degré de sincérité que peuvent avoir ces gens dans la notion même de philanthropie. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent des bastringues, des fondations ronflantes avec des objectifs tout à fait respectables, mais qui en fait sont des générateurs de profit. Et Gates l'a dit, là encore, hidden in plain sight. Sur les chaînes de télévision, chaque dollar que j'investis, il en reçoit entre 20 et 40 en retour. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a des accords avec toutes les compagnies pharmaceutiques, il a des usines de production de vaccins, et donc il a des intérêts partout. Et donc, ça n'est pas du tout un système philanthropique. C'est un système d'extorsion de fonds à l'échelle mondiale. Voilà. Alors là-dessus, vous ajoutez M. Schwab, le batracien intergalactique, dirait notre ami Philippe Bogola. Et là encore, c'est extraordinaire. Schwab, évidemment, c'est un pantin. C'est une marionnette. Mais voyez comment ça marche, la perversité. Si vous deviez, supposons, vous participez au scénario du prochain James Bond. James Bond, c'est celui qui sauve le monde des honnêtes gens contre les pires crapules qui existent sur Terre. Et vous devez choisir le plus crapule des crapules pour jouer le méchant dans James Bond. Est-ce que vous pouvez trouver mieux comme casting que Klaus Schwab? Vous allez manger des insectes. Et vous n'aurez plus rien.
Non mais vraiment, il faut comprendre cet entre-là entre la scénarisation et le réel. Zelensky a joué dans une série télévisée le président de l'Ukraine. Alors que c'était un comédien qui jouait du piano avec une certaine partie de son anatomie. Vraiment. Et pendant 3 ans, il a joué le président dans cette série, et à un moment donné, il est sorti de l'écran, il était président. Vous voyez, c'est la société du spectacle, c'est le simulacre permanent et ce brouillage complet des lignes entre le réel et l'imaginaire. Et donc, le faux devient vrai, le vrai devient faux, le scandaleux devient acceptable, et le normal devient scandaleux. Vous êtes médecin, vous avez soigné des gens avec des remèdes qui soignent, c'est scandaleux. Vous avez laissé crever les gens la gueule ouverte, ou vous les avez exterminés dans les EHPAD en ne leur laissant aucune chance de s'en réchapper. Et même les personnes en fin de vie dans les EHPAD qui entraient en détresse respiratoire, même sans qu'on les soigne, et les soigner évidemment aurait aidé, avaient encore une chance de s'en sortir. Non, on a mis fin à leur jour, ben ça c'est bien. Vous voyez, c'est ce bruit, c'est cette explosion en fait de tous les repères. Et donc évidemment que Schwab est une marionnette au service de qui? De l'État profond américain. Il faut savoir que le World Economic Forum est une émanation, c'est Kissinger qui à l'époque a mandaté Klaus Schwab pour créer ce bastring, qui au début est une espèce de club de riches, si vous voulez, mais pas de riches, vous voyez, aisés, de prédateurs globaux. Et qui aujourd'hui, et là encore que ça ne choque pas, montre juste l'état d'hypnose dans lequel on est, décide ou prétend décider de l'avenir du monde. Donc Klaus Schwab va au G20 et il dit aux chefs d'État réunis ce qu'il faut faire. Il dit qu'il a infiltré l'ensemble des gouvernements. Quelle bonne nouvelle, hein? C'est bien, vous vous réjouissez comme nous qu'on ait infiltré tout ça, que Macron est notre homme en France, alors que ce psychopathe est en train de détruire la France. D'accord? Voilà. Et donc, on voit qu'il y a cette tentative de prendre le contrôle à l'échelle planétaire, et de surcroît, hidden in plain sight, dans un projet qui n'est même pas caché. Hein? David Rockefeller avait dit, sur la fin de sa vie, nous, les prédateurs globaux, savons beaucoup mieux que les populations quels sont leurs intérêts, et nous serions beaucoup mieux placés qu'elles pour décider de l'avenir du monde. Nicolas Sarkozy a dit « Nous n'échapperons pas à une gouvernance mondiale, quoi que nous fassions. » Klaus Schwab a dit récemment au World Economic Forum « Voter ne sert à rien, on sait d'avance ce que les gens vont choisir. » Donc vous voyez, tout ça n'est même plus caché, mais donc dessine la réalité d'un coup d'État planétaire. Donc ce qui est sûr à l'heure actuelle, c'est qu'il y a une opération criminelle de grande envergure. On peut se dire que les 140 milliards de dollars piqué dans les finances publiques avec l'injection génique expérimentale pourrait à la limite être un mobile suffisant, mais mauvaise nouvelle, ça ne s'arrête pas là, il y a même la volonté de dominer le monde. Et puis alors avec un ensemble de points d'interrogation, je vous dis ce dont on est sûr, je vous dis également ce dont on n'est pas sûr. Un d'entre eux, c'est Elon Musk, parce que l'espace de débat qu'il a réouvert sur Twitter X quand même est sans équivalent et va à l'encontre de tout ce qui a été mis en place. Alors, il y a notamment une procédure aux États-Unis qui montre comment la Maison-Blanche, le FBI et les agences de santé ont eu des têtes de pont dans les réseaux sociaux pour censurer les bonnes informations. Ils n'ont pas censuré la pédophilie, mais dès que vous disiez quelque chose contre l'injection génique, vous étiez sanctionné. Donc, ça peut donner l'impression d'une ouverture. La crainte, c'est qu'une fois que vous créez un espace de liberté où tous ceux qui ont envie d'avoir un espace de liberté se précipitent, ça veut dire qu'au moment où vous fermez cet espace de liberté-là, c'est fini. Donc, moi, j'ai des doutes sur Elon Musk. Tout ce que je vois et entends de lui, je trouve plutôt bien. S'il est sincère et que c'est vraiment ce qu'il pense, à ce moment-là, tant mieux. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être le piège final. Et que le moment où cet espace-là se referme, c'est la fin des haricots. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun espace nulle part. Une autre question, c'est les BRICS, et notamment la place de la Russie et de la Chine. Pourquoi? Parce que Poutine est un Young Global Leaders, parce que Klaus Schwab et Bill Gates encensent le modèle chinois, en disant à quel point il est fantastique,
Et donc, le fait qu'il y ait un risque qu'il fasse partie du clan global, là encore en jouant une opposition de façade, existe, mais avec toutefois, en ce qui concerne la Russie en tout cas, des signaux plutôt assez rassurants quant au fait qu'il y a vraiment un îlot de résistance à la dégénérescence occidentale. Et de manière très particulière, ayant survécu au communisme et au stalinisme, il y a un sens de ce qu'est un système totalitaire. D'ailleurs, j'ai vu passer avant-hier ce commentaire d'un dissident chinois réfugié en Occident qui dit que la censure en Occident aujourd'hui est du même ordre ou pire que celle qui sévissait sous Mao. Et ça, il faut savoir entendre. Parce qu'on voit aussi en Europe, chez nous, que tous les réfugiés des pays de l'Est, de la Hongrie, de la Tchécoslovaquie, de l'ancienne RDA, etc., sont en train de dire, mais écoutez, pour nous, ça a un goût de déjà-vu et c'est hyper grave ce qui est en train de se passer. Mais donc, toujours est-il que la Russie a échappé au communisme et puis que la foi orthodoxe a repris d'une manière extrêmement vive et que pour les Russes, ça n'est pas du pipeau. Aller dans une église en Russie, assister à une liturgie, ça n'a rien à voir avec la messe ici et ce qui s'y passe. Il y a vraiment une ferveur authentique, et notamment dans le fait de maintenir des repères anthropologiques sains autour du sens de la patrie, du devenir collectif, des rôles hommes-femmes, de la famille, etc. Et je suis en contact avec plusieurs personnes qui vivent à Moscou et qui me donnent des sons de cloche extrêmement différents de l'idée et l'image qu'on en a en Occident. Notamment le fait que Poutine, en Russie, ne passe pas du tout pour un dictateur sanguinaire. Il n'y a pas de démocratie en Russie, c'est un secret pour personne. Mais Poutine est plutôt un centriste, c'est plutôt un modéré. Et il y a des nationalistes et des communistes qui sont beaucoup plus enragés que lui. Et lui, plutôt une force de modération de tout ça. La qualité de vie et le revenu des Russes ne cessent d'augmenter. Vous savez que Bruno Le Maire, qui voulait mettre l'économie russe à genoux, évidemment, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis l'économie française à genoux. Mais l'économie russe va mieux que jamais, le pays se réindustrialise à grande vitesse. Pourquoi? Parce qu'étant donné le boycott, ils n'ont plus accès à un ensemble de biens, donc ils créent des usines et le tissu industriel pour permettre de ça. Et puis, il y a vraiment, d'après ce que j'entends, mais une tenue d'un certain nombre de valeurs anthropologiques. Par exemple, une personne avec qui j'ai déjeuné à Genève, qui vit à Moscou depuis plusieurs années, me disait que si une femme se fait importuner dans la rue à Moscou, tous les hommes interviennent. Il est hors de question pour un Russe de laisser une femme se faire importuner. Comparez ça avec Paris où des femmes se font violer dans la rue, sans que qui que ce soit réagisse d'aucune manière, et où la police intervient une fois que tout est fini depuis longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même des indices de quelque chose de relativement intéressant. La guerre en Ukraine est probablement très paradigmatique. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux semi-occultes. Il y avait notamment tout un réseau de laboratoires biomilitaires en Ukraine, mais c'est aussi une plaque tournante de tous les trafics glauques, et notamment le trafic d'enfants. Et on a réussi à nous faire croire que l'Ukraine était une démocratie modèle qui défendait le camp de la liberté, alors que c'est un des pays les plus corrompus au monde, qui s'y passe tous les business les plus gros, et puis que la guerre en Ukraine a été délibérément organisée, voulue et mise en œuvre par l'Occident. Alors, de nouveau, si on ne fait que lire les médias occidentaux, on n'a pas du tout cette compréhension des choses. Mais il faut toujours se tourner vers les gens qui savent de quoi ils parlent. Donc, il y a évidemment notre excellent compatriote Jacques Beau, ancien colonel des services de renseignement, mais qui surtout était le contact de l'OTAN pour l'Ukraine entre 2014 et 2017. Donc, il collaborait avec l'OTAN. Vous voyez ce que je veux dire? Il était au cœur de l'histoire. Mais également des journalistes comme Régis Le Sommier ou Anne-Laure Bonnel en France, et qui, eux, vont là-bas et regardent ce qui se passe. Et en fait, il y a eu ce coup d'État occidental financé par Soros et l'État profond américain en 2014. À partir de là, il y a eu une longue dégradation de la situation des provinces russophones, mais de la population russophone, qui a vécu un ensemble de brimades, plus le droit de parler leur langue, les écoles, etc. Il y a eu ces provocations sur le Donbass avec des bombardements à répétition des populations civiles. Et puis, Poutine qui a toujours dit le fait que l'Ukraine entre dans l'OTAN serait un casus belli. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir à nos frontières l'OTAN. Il faut savoir bien sûr que
Gorbatchev avait reçu à l'époque l'assurance des pays de l'OTAN qu'il n'y aurait pas d'extension vers l'Est. Ça a été protocolé, on sait que c'est vrai. Et l'OTAN n'a fait que s'étendre vers l'Est. Mais quand en plus les populations russes du Donbass ont été bombardées et que l'Ukraine a dit qu'elle entrait dans l'OTAN, il y a eu de surcroît une recrudescence des bombardements sur le Donbass dans les jours qui ont précédé l'intervention militaire russe, et il y a un moment donné où Poutine y allait. Voilà. On a depuis le témoignage d'Angela Merkel et de François Hollande qui s'est fait piéger par des humoristes russes qui ont admis les deux qu'ils n'avaient jamais eu la moindre intention de respecter les accords signés. Il faut mesurer... Alors, l'Occident est coutumier de ça. Les États-Unis n'ont jamais respecté le moindre accord avec les populations amérindiennes. Ils signaient des traités, nous nous assurons que nous... Puis ils s'en foutent. Un mensonge réussi vaut une vérité. Mais donc, il y a eu cette intervention russe, et là encore, qui nous est présentée d'une manière mais complètement... de nouveau, moi, c'est pas mon témoignage personnel, mais Jacques Beau dit que la propagande que nous subissons en Occident est 10 fois plus grande que la propagande russe en Russie. Et que d'ailleurs, même en Ukraine, la presse fait mieux son travail qu'en Suisse. En Suisse, nous ne reprenons que la propagande ukrainienne. Les Ukrainiens, ils ont encore quelques titres de presse qui n'adhèrent pas entièrement à la propagande. Donc c'est encore pire ici comme déformation des choses. Et puis, avec, vous le savez, au printemps 2022, un accord de paix qui était à bout touchant à Istanbul, avec des concessions de part et d'autre, mais qui auraient été au final plutôt bonnes pour l'Ukraine par rapport à la situation dans laquelle ils sont maintenant, et Boris Johnson, mandaté, a interdit à Zelensky de signer les accords de paix. Et on en est aujourd'hui à peu près à 600 000 Ukrainiens qui ont été tués dans un hachoir à viande où on les pousse les uns après les autres, on fait des rafles pour envoyer les forces vives, on commence à envoyer les femmes. La conscription actuellement en Ukraine, c'est 43 ans, et tout ça en nous faisant croire que c'est un combat pour la liberté. Et Zelensky qui applaudit avec un tonnerre d'applaudissements dans tous nos parlements, et plus de 140 ou 150 milliards de dollars qui ont déjà été investis dans ce truc-là, où l'essentiel est détourné par les mafias locales, avec les armes qui se retrouvent aux quatre coins du monde, enfin dans un truc complètement hallucinant. Avec, et j'en viens là, le fait que il y a désormais une préparation des opinions occidentales au déclenchement d'une guerre avec la Russie et avec des verbalisations complètement absurdes qui sont « les Russes se préparent à nous attaquer ». Donc ça, c'est des bruits qu'on a entendus en Allemagne, ministre allemand de la Défense, en Suède, qui vient d'adhérer à l'OTAN, quelle bonne idée. Et donc, où ils disent à la population « préparez-vous à ce qu'on ait à faire face à une invasion russe, pardon ». La Suède va envahir la Russie. En Roumanie, en France, Macron a dit il faut de toute urgence à Marseille préparer un hôpital de guerre pour les grands blessés. OK. Et donc, on voit qu'il y a effectivement un mouvement dans ce sens-là. Et puis, tout le discours qui va avec. Et bien sûr, nous sommes en guerre, mais maintenant, le réarmement démographique. Le réarmement démographique. Ça veut dire qu'on va tirer des coups, mais... Et donc on voit là encore de manière subliminale qu'il y a vraiment quelque chose qui avance. Et je garde toujours à l'esprit, en ce qui me concerne, ce que nous a dit Ariane Biran de longue date, c'est le fait que l'aboutissement inévitable d'une dérive totalitaire, c'est la guerre. Parce qu'elle ne reprend jamais ses esprits, elle ne s'arrête jamais en cours de route. Il y a un moment donné où l'emballement délirant devient de plus en plus grave. Alors on envoie de multiples signaux. En France, ils sont en train de passer, devant l'Assemblée nationale maintenant, une loi contre la désinformation qui interdit de contredire les directives médicales. Donc je vous rappelle que si ce truc-là avait existé, on n'aurait pas pu contredire la lobotomie, la thalidomide, et tous les scandales sanitaires. Ça aurait été criminalisé. Et là encore, c'est un degré de gravité dans l'atteinte aux droits démocratiques qui est à peu près inimaginable. Et puis, en France, un projet qui a l'air d'être très bien ficelé pour réquisitionner des logements, voire exproprier pour des raisons climatiques, bilan carbone. Et puis l'idée aussi que, puisqu'on ouvre les portes d'une migration systématique et industrielle, le fait que des grands espaces puissent être réquisitionnés pour loger des familles migrantes très nombreuses.
Et donc, on voit tous ces différents éléments qui sont en cours et qui, effectivement, sont terrifiants. Parce que si on sait lire la situation, nous sommes captifs d'une dérive, et dès lors qu'il n'y a pas de masse critique dans la population pour s'y opposer, a priori, on ne voit pas du tout comment il est possible d'aller autre part que là où il nous emmène. Bon, on respire un grand coup, ça c'est la bonne nouvelle. Maintenant, on va passer à la mauvaise nouvelle, c'est qu'il est trop tard, donc il va falloir que je m'arrête. Bon, ben on en reste là alors. Alors, bon, on est très mal barré, mais finalement, le désespoir a beaucoup de vertus. Pourquoi? Parce que rien n'est pire que les espoirs illusoires. Alors on dit non, mais ça va bien se passer, vous allez voir, etc. Moi, il y a un petit aphorisme que j'aime bien rappeler, c'est que en 1937, les Juifs optimistes ont fini à Auschwitz et que les Juifs pessimistes se sont réfugiés aux États-Unis. Donc, peut-être que ça vaut la peine d'être pessimiste et peut-être que ça vaut la peine d'être assez désespéré dans la situation dans laquelle nous sommes. Et au fond, rien n'est plus coûteux que d'avoir des espoirs illusoires. Et notamment, non, mais tout va finir par s'arranger, il suffit d'élever nos vibrations et vous allez voir, tout ira bien. Ok, bonne chance. Ça, en tout cas, ça ne m'intéresse pas beaucoup, mais aussi parce que je trouve qu'il y a mieux. Et que vraiment, il y a une vertu dans le désespoir qui est souvent négligée en Occident. La première, c'est au fond que ça nous met au pied du mur d'une certaine impuissance. Et il y a un adage bouddhiste qui dit, s'il y a une solution, à quoi bon s'inquiéter? Et s'il n'y en a pas, à quoi bon s'inquiéter? Donc, est-ce qu'on est obligé de convoquer des espoirs, vous voyez, en se disant, le film finit toujours bien? Je fais un petit aparté, même si j'ai déjà trop parlé. Je ne sais pas si vous avez vu un western extraordinaire qui s'appelle Le Grand Silence, avec Jean-Louis Trintignant. Vous savez, les westerns avec Clint Eastwood, il y a des salauds qui terrorisent une population, c'est vraiment des très méchants, et puis il y a le héros solitaire qui arrive avec son cigarillo, et puis avec ses 2 pistolets, il bute tous les méchants et tout va bien. Le Grand Silence, c'est la même chose, sauf qu'à la fin, le mec se fait abattre comme un chien dans la neige, il crève, et c'est la fin du film. Bon. Donc, on a beaucoup d'indicateurs extrêmement noirs, et je crois qu'il faut s'attendre à vivre des choses qui vont être assez chaudes. Toutefois, en ce qui me concerne, il y a un certain nombre de signes qui, malgré tout, sont encourageants. Et notamment dans ce processus de cristallisation dont parle Michel Maffezoli. Vous savez, il a repris cette image d'un sociologue américain, Solowski, qui dit « c'est comme un verre d'eau ». Vous mettez du sucre dans de l'eau chaude, ça se dissout, vous en remettez, ça se dissout, vous en remettez, ça se dissout, puis à un moment donné où la solution se sature, et si vous en remettez, ça ne se dissout plus. Et au fond, cette perspective-là est la suivante. Il y a ce monde en plein effondrement qui est en train d'entrer dans une folie destructrice et meurtrière. Ok, c'est vrai, c'est là, c'est autour de nous. Ils ont tous les leviers du pouvoir, ils ont la richesse. Ils sont en plein effondrement financier notamment, donc de toute manière ça va mal se passer. Mais il y a aussi le monde en émergence. Et il y a actuellement dans ce décalage extrême entre ceux qui ont le pouvoir et la puissance instituante des signes qu'on va vers un point de rupture. Alors, ce n'est pas encore visible à l'œil nu, mais je vais vous en donner quelques indices. Par exemple, en France, il n'y a plus que 27% de la population qui fait confiance aux médias. Ce que je lis ou entends dans les médias est en général juste, il n'y a plus que 27% de la population qui dit oui. C'est-à-dire qu'il y a quand même encore 27% qui n'ont pas compris. Alors, ça n'empêche pas les gens d'écouter, ça ne les empêche pas de se faire embobiner, mais vous voyez ce que je veux dire, il y a déjà une énorme méfiance. Autre sondage de Transparency International, 87% des Français sont convaincus que leur classe politique est corrompue. Actuellement, par rapport à l'Ukraine, 63% des Français sont convaincus que l'OTAN est responsable de la guerre, malgré le matraquage politique. Donc, ce qu'on voit effectivement, c'est qu'il y a une conscience dans la sagesse populaire qui est en train d'émerger, mais sagesse populaire qui est privée de tous les moyens de s'exprimer dans les cercles médiatico-politiques. Et c'est là où la formule magique est finie. La classe politique aujourd'hui trahit, viole l'intérêt collectif.
Et donc, il n'y a plus rien à espérer de ce milieu-là, qui représente la tête la plus pourrie du poisson. D'accord ? Mais il y a ce mouvement dans la population qui n'est pas dupe. Alors, du fait que la puissance populaire n'a pas les moyens de s'opposer sérieusement au pouvoir, il n'y a pas de résistance. Et de toute manière, je l'ai souvent dit, la violence qui, dans beaucoup de circonstances, pourrait être une réponse justifiée, la violence légitime contre la violence légale, n'est pas non plus une option. Parce qu'ils sont surarmés, ils sont sans foi ni loi. Par contre, je garde une certaine confiance que dans cette fuite en avant dans laquelle sont les gouvernants délirants, plus ils avancent, plus ils se dévoilent. Et plus ils montrent leur vrai visage, et plus ils suscitent de l'éveil dans la population. Et moi, je pense qu'au moment où on arrivera après de la guerre, parce qu'on y va, en Angleterre, ils ont appelé les conscrits à se préparer pour être envoyés sur le champ de bataille. Mais qu'au moment où on arrivera au pied du mur de ça, vous voyez, il y aura un non. Et la vérité de la puissance collective, de la puissance populaire, c'est qu'il suffit qu'elle dise non pour que tout s'arrête. C'est aussi simple que ça. Du jour au lendemain, non. Et si tout le monde dit non, ça s'arrête. Et donc, moi, je pense vraiment sentir, alors je peux me tromper, peut-être qu'on va tous finir dans un holocauste nucléaire, puis si c'est le cas, on boira des verres au paradis en se disant « c'était vachement la merde, tu te souviens, mais Senta écrivait des bons articles, Liliane nous accueillait chez elle, etc. » Bon. Et donc, moi, je pense que cette précipitation de la résistance va devenir possible. Mais une fois qu'on sera vraiment au pied du mur, sommes-nous prêts à envoyer nos enfants se faire trucider pour des débiles qui nous ont maltraités depuis plusieurs années? Donc ça, c'est un élément. Et puis l'autre élément, c'est que dans ce monde en émergence, et là encore, vous voyez comme Maffezoli, c'est une œuvre immense. Moi, je trouve qu'il est, malgré, il a occupé la chaire d'Urkheim en Sorbonne, donc on ne peut pas dire qu'il n'ait pas été au sommet du monde académique, mais je trouve malgré tout que son œuvre est sous-estimée. Et notamment parce que ça fait plus de 40 ans qu'il a pressenti la résurgence du tribal communautaire, le temps des tribus. Et ce qu'il voulait dire par là, c'est que toute la modernité a été habitée par ce mythe de l'individu et qu'on pouvait tout regrouper dans des grands ensembles. La République une et indivisible, l'éducation nationale pour tout le monde rationnel. Et au fond, ce que Maffezoli a pressenti, c'est que ce modèle-là est très insuffisant sur le plan anthropologique. Et ce dont nous avons tous besoin, c'est de nous retrouver avec des gens qui partagent les mêmes principes, les mêmes valeurs et les mêmes aspirations. Et ce qui s'est passé en fait au cours de la crise Covid, c'est que nous avons tous été mutilés dans nos liens d'appartenance. Nous avons perdu des amitiés, des inscriptions professionnelles, parfois des membres de notre famille, mais nous en avons trouvé d'autres avec des gens dont nous sommes au fond beaucoup plus proches sur le plan de principes, valeurs, aspirations. Et donc, moi j'ai l'impression qu'il y a un renversement qui est en cours, que là où ils croyaient nous séparer, là où ils croyaient nous marginaliser, là où ils croyaient nous atomiser, ils ont en fait favorisé l'émergence des cellules imaginales chères à Liliane, et que ce processus-là est en train de se passer. Dernier élément, et après, franchement, j'arrête, c'est que ce qu'on a vraiment vu dans cette crise aussi, c'est que les seuls qui ont été capables de résister à l'hypnose collective, c'est soit les contrariens, ceux qui ont l'habitude de prendre de contre-pied, mais surtout ceux qui avaient déjà vécu l'expérience d'être confrontés à de la manipulation perverse. Oui. Moi, c'est mon cas, je l'ai dit très clairement. Mais il n'y a pas de meilleure école de vie que ça, parce qu'on le sent tout de suite. Et qu'est-ce qui empêche pour l'instant nos sociétés de répéter encore et encore la même erreur? C'est qu'il n'y a pas suffisamment de gens qui ont été pris dans une emprise perverse. Or, actuellement, on a emprise perverse à l'échelle de la société. Donc, le jour où l'éveil se produit dans la conscience collective, ça veut dire que l'entier de la population sait ce qu'est une dérive perverse, et que ce qui nous a permis, nous, de résister, Inch'Allah, si on va dans cette direction, la population entière aura acquis ça pour la suite. Et vous voyez, dans le projet évolutif de l'espèce humaine, nous sommes la seule espèce à ne pas rester la même au cours des millénaires, il y a une aspiration à pouvoir connaître autre chose que la répétition du pire, et la condition pour échapper à la répétition du pire, c'est d'avoir cette conscience-là de la perversité. Et nous sommes en train de l'acquérir collectivement. Alors, la plupart des gens sont encore sous emprise.
Mais moi, je me souviens quand j'étais encore sous emprise. Et c'est une des raisons, accessoirement, qui me permettent de comprendre ce que vivent les gens qui sont en train de vivre ça. Je sais comment ça marche. Et je sais aussi qu'on ne s'éveille pas du jour au lendemain de ça. On ne s'éveille pas parce qu'on a une information qui nous fait comprendre que le Covid était moins grave que la grippe. Et c'est pas à ce niveau-là que ça se joue. Mais il y aura, si tout va bien, une précipitation à un moment donné. Et si ça se produit comme j'en ai l'espérance, ça veut dire que ces salopards qui détruisent l'humanité de manière répétée de décennie en décennie n'auront plus aucun moyen de manipuler la masse. Et que les Bruno Le Maire, les Alain Berset, les Maro Poggia, tous les truands qui sont aux commandes, c'est la fin de toute influence qu'ils peuvent avoir sur les autres, pour autant que nous réussissions cette émergence. Il y a eu 2 seuils dans l'histoire de l'humanité où l'espèce a failli disparaître. On sait aujourd'hui temporellement. Et les populations humaines s'étaient tellement réduites qu'on aurait pu s'éteindre comme d'autres espèces l'ont fait. Donc peut-être que nous allons nous éteindre dans une grande destruction collective. Le pire n'est pas toujours certain. Par contre, je vois dans tout ce qu'on peut observer cette émergence qui, voilà, en tout cas, me donne envie de continuer cette aventure. Et puis aussi, c'est là où pour moi, il ne s'agit pas de se dire tout ira bien, pensons positif, etc. Non, il s'agit de voir ce qui est. Et ce qui est tellement émerveillant, nous donne tellement de force, que même s'il faut encore souffrir un nombre important d'épreuves, ensemble nous en avons la force. Et que c'est ce réel, c'est ce présent qui, moi, m'inspire, me donne confiance, pas sur le devenir des choses, mais que nous avons tout à disposition et que le reste appartient au destin. Merci. C'est la première fois que je viens, merci. Je vous suis depuis longtemps sur Internet, donc un grand merci. Une petite remarque et une question. La remarque, c'est que j'ai demandé déjà depuis une dizaine d'années en fait, à des amis banquiers privés qu'est-ce qui se passe en fait quand les gens arrivent effectivement au niveau de fortune, 100, 200 millions. Et eux, ils m'ont tous dit, il n'y a plus de règles. En fait, ils deviennent complètement, en fait, comme vous avez dit, manipulateurs, pervers. Enfin, tout est possible. Voilà, juste pour appuyer votre propos. La deuxième, c'est si on prend un peu de recul, on se retrouve quand même avec des initiatives depuis le Club de Rome dans les années 60 et puis maintenant avec le WEF, qui clairement disent il faut pas plus d'1 milliard sur la Terre, etc. Et c'est vraiment en fait quelque chose qu'ils travaillent profondément. Et je pense que c'est aussi quand même à la racine, parce que quand on dit ces gens sont pervers, moi je trouve que c'est important, c'est de se mettre un peu en empathie, de dire bon, on est à la place de ces prédateurs dont vous parlez, quelles sont leurs peurs et qu'est-ce qu'ils veulent. Et en fait, quand on regarde un peu au niveau mondial, on se retrouve avec 80% à peu près des emplois qui vont être remplacés par des robots et l'intelligence artificielle qui va éliminer 30 à 50% des emplois de service. Donc si vous êtes à la place de ces prédateurs, qu'est-ce que vous faites ? C'est-à-dire que pour préserver leur pouvoir, ils savent très bien que les classes moyennes vont se rebeller et comme vous l'avez dit, ça commence à monter, cette conscience monte. Donc quelle est votre opinion en fait sur justement ce combat un peu final entre cette classe prédateur qui voit que le monde économique va s'écrouler et puis, en face, nous tous, classe moyenne, face à eux. Voilà. Merci. Alors, vous me donnez l'opportunité de compléter mon propos avec quelque chose que j'aurais été désolé de ne pas avoir abordé. Qui est que... Non, parce que vous mettez le doigt exactement sur ce dont il s'agit. Actuellement, il y a beaucoup de choses extrêmement compliquées dans la résistance, et notamment la tendance de reproduire mimétiquement l'abus que nous subissons. Et c'est vrai dans beaucoup de collectifs qui tendent à devenir doctrinaires, et notamment un certain nombre de leaders, s'il faut dire des choses comme ça, franchement, sont en train de filer du très mauvais coton, y compris chez des gens qui ont été remarquables jusqu'à aujourd'hui. Et au fond, ça génère à la fois un certain découragement ou une certaine consternation, parce qu'on aurait plutôt envie que les leaders soient exemplaires. Et en ce qui me concerne, j'y vois plutôt une bonne chose. Pourquoi ? Exactement pour la raison que vous avez dite. L'exercice du pouvoir endommage le cerveau dans le sens de faire perdre des compétences d'empathie. Ce qu'on appelle le paradoxe du pouvoir en neurosciences. C'est-à-dire qu'il faut en général, pour accéder à des positions de responsabilité, une certaine conscience relationnelle et sociale, mais le fait d'être au pouvoir tend à les faire perdre. Et au fond, c'est un peu le paradoxe que disait Claude Chabrol, le réalisateur français un peu truculent, grand observateur de la bourgeoisie, c'est « vous aimeriez des hommes sages au pouvoir,
Mais quel homme sage aurait envie d'avoir le pouvoir? Donc ne vous étonnez pas de ne pas avoir d'homme sage au pouvoir. Et au fond, moi je trouve que cette débandade des figures dans la résistance est une très bonne chose parce qu'elle nous rappelle que nous avons à dépasser le stade des leaders. Entendez-moi bien, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas utile que certaines personnes apparaissent inspirantes ou que voilà qu'elles fassent du taf, mais aujourd'hui, dans la logique tribale, on est dans autre chose. Alors j'ai un petit peu développé ça dans mes dernières vidéos autour de la notion des groupes d'entraide autogérés, qui est une modalité que j'ai beaucoup suivie en santé mentale et qui est assez extraordinaire. Parce que le propre de la dynamique tribale, c'est que chacun a sa place et que personne n'est supérieur aux autres. Chacun arrive avec l'entier de qui il est. On sait aujourd'hui en psychologie qu'il y a au moins 9 types d'intelligence différentes. Et il y a des gens qui peuvent être très intelligents intellectuellement, mais être très stupides dans les autres domaines de leur vie. On a même beaucoup vu ces derniers temps. Et donc, même une personne, allez, analphabète, inculte, peut avoir des trésors d'intelligence qui vont être utiles à la tribu, là où le grand docteur, président de la République, sera limité. Et donc le modèle tribal, il invite à quelque chose qui ne gomme pas les différences. Si vous avez des talents, comme dans l'Évangile, il faut les mettre à profit. Mais que personne n'est supérieur aux autres, personne n'est moins que les autres, et chacun est nécessaire à la tribu. Et ça, je l'ai vraiment vu dans les groupes d'entraide, vous voyez. Si vous prenez les alcooliques anonymes, par exemple, tous sont alcooliques, tous sont à risque de rechuter. Et quelqu'un qui est là depuis 3 jours peut aider quelqu'un qui est là depuis 30 ans en disant quelque chose qui va être utile à celui qui est là depuis 30 ans. En même temps, avoir 30 ans d'abstinence ou 3 jours, c'est pas la même chose. C'est clair qu'il y a de l'expérience qui se construit, il y a une rencontre avec soi-même, bien sûr. Donc de nouveau, ça n'est pas un gommage des différences, mais c'est un système qui est authentiquement égalitaire, mais de nouveau pas dans un sens de nivellement, dans un sens où on reconnaît la compétence contributive de chacun. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce modèle, ça ne dépend plus de personne. Ça dépend de l'intelligence du groupe. Et en fait, alors je développerai ça prochainement, mais les collectifs comme ceux-là, ils sont plus ou moins sains, ils peuvent être très très vitalisés, à ce moment-là c'est génial parce que tout le monde tire à la même corde et le tout est beaucoup plus que la somme des parties, mais il peut aussi y avoir bien sûr des maladies et notamment des histoires d'ego, de pouvoir, de dénigrement ou le fait d'être insuffisamment orienté vers les valeurs et les aspirations. C'est ça qui garde une tribu saine, j'ai envie de dire. Donc ce modèle en émergence, vous voyez, je le connais bien parce que je l'ai étudié en santé mentale depuis 30 ans. Et ce que j'observe, c'est qu'il est incroyablement bienfaisant. Parce que c'est un modèle dans lequel chacun peut être là tel qu'il est. Vous n'avez pas besoin à vous camoufler. Vous n'avez pas besoin à prétendre être quelqu'un d'autre que vous êtes. Si un jour vous êtes déprimé, vous êtes déprimé. Si un jour vous êtes joyeux, vous êtes joyeux. Vous êtes toujours là, inconditionnellement accepté, accueilli, célébré tel que vous êtes. Et ça, pour moi, c'est vraiment le remède à tout les maux sociaux qu'on voit, et notamment tous les systèmes hiérarchiques, tous les systèmes de pouvoir, etc. Donc ça, pour moi, j'ai envie de dire, c'est le monde de demain, c'est le monde en émergence, et qui, au fond, alors je suis désolé, mais j'ai un petit peu étudié le christianisme, parce que j'ai trouvé que j'aime bien tout ce qui est en voie de disparition, donc... Si l'Église avait été triomphante et oppressive comme dans des décennies en arrière, j'aurais peut-être pas été m'intéresser à elle, mais comme elle est moribonde, je me suis dit, je vais aller voir ce qu'il y a dedans. Et je trouve vraiment des valeurs évangéliques fondamentales. Ce que tu fais au plus petit, tu le fais à Dieu lui-même, la personne la plus fragile et la plus importante. Donc voilà, toute cette reconfiguration d'une humanité sur des bases saines, et ce qu'on voit aujourd'hui en réalité, si on porte la réflexion à un niveau métaphysique ou spirituel, c'est que les pervers et les sadiques, ils ont quelque chose de démoniaque. Et ils ont quelque chose de luciférien. Regardez Laurent Alexandre, c'est un magnifique exemple. Il dit Homo Deus, l'humanité 2.0, l'humanité 1.0 n'existe pas, il faut une nouvelle éthique. Harari propose de réécrire la Bible, le Coran, la Mahabharata avec l'intelligence artificielle. Ben oui, bien sûr. De la stupidité robotique là-dedans, ça va faire beaucoup de bien. Et donc, ils sont vraiment dans une logique, satanique, luciférienne satanique, c'est pas tout à fait la même chose. Et on sait l'imprégnation des réseaux pédosataniques aux têtes des États. Donc on est vraiment dans quelque chose, quand on regarde dans l'Évangile, le diable, diabolos, c'est l'ennemi du genre humain. C'est le père du mensonge. Et c'est ça, j'ai envie de dire, ce à quoi on s'affronte. C'est ça
hein, ce qui est en effondrement. Et d'un autre côté, il y a l'émergence, et avec ces renversements, un Netanyahou qui dit « Nous sommes les enfants de la lumière ». Et les bébés palestiniens qu'on bombarde, c'est les enfants des ténèbres. Vous voyez ? Ça, c'est diabolique. Et donc, en fait, on est dans quelque chose de fondamental de cet ordre, je trouve. Mais la spiritualité, ça n'est pas croire à quoi que ce soit. C'est faire vivre entre nous le sacré et découvrir qu'ensemble, on est beaucoup plus et beaucoup mieux que ce qu'on peut être par soi-même. Voilà. Là où 2 ou 3 d'entre vous êtes réunis, je suis aussi. Vous voyez, c'est ça. Et donc voilà, moi, mon espoir, c'est qu'en réalité, on est à pleine vitesse dans cette direction-là. Eux, ils sont aussi à pleine vitesse dans leur plan. Est-ce qu'on arrivera à arriver le premier au bout à la ligne d'arrivée ? Peut-être, peut-être pas. Mais de toute manière, ce qu'on a déjà vécu ensemble vaut tous les paradis du monde. On a vécu du paradis entre nous, du paradis sur terre. Voilà. Merci.